Le marché s'écroule, c'est la catastrophe. On est passé d'une euphorie à une zone très dangereuse. En fait, je me rends compte assez vite qu'une tête doit tomber, le board a perdu confiance, que ce serait mieux si je partais. Et là, j'ai dû vraiment me faire violence. Tout passe par la structuration, la délégation. Évidemment que ça va partir dans tous les sens, qu'il y a des trucs qui vont cracher. On était obligé de lâcher prise, d'accepter du chaos et donc renoncer à la perfection. Le mieux, l'ennemi du bien. Le chaos, tu l'as aussi dans l'hypercroissance que quand ça va très mal. Mais pour maintenir ce cap et faire en sorte que finalement, ce soit pas perçu par le marché en tant que tel, parce que c'est souvent l'émotion aussi qui joue. Plus on est dans de l'émotionnel, moins on peut faire les choses bien et plus on va micromanager, plus on va étouffer les gens et plus on va être toxique. Il faut accepter de perdre du temps. Les gens sont énormément dans le rush. Cette nouvelle génération très jeune qui ont envie de faire 1 million en 4 jours. Tous les formateurs qui vous disent ça, tu peux le prendre, tu peux le mettre à la poubelle. Il faut être sans pitié sur certaines choses. La prochaine révolution, elle a en fait commencé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, épisode donc à 3. Je suis accompagné Taylor, co-animateur à mes côtés. Taylor qui est partenaire de Charles, associé au Sir Williams, également associé à Jamie Foxx avec ton fonds d'investissement. Et aussi, tu as repris la master franchise Pizza Hut récemment. Pizza Hut Express récemment pour ne citer que ses activités. Exactement. Et on est également accompagais de Eric Larchevêque. Salut Eric, comment vas-tu ? Salut, ça va, super. Super, vous êtes tous les deux en forme ? Moi, ça va, un peu de jet lag. Pas te mentir, mais ça va être sympa quand même. Moi, ça va, je viens de Vierzon, il n'y a pas de décalage horaire. Pas de décalage. Non. Parfait, super. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir ici sur le plateau du Déclic. Eric, je vais rapidement te présenter et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à évoquer sur ton parcours. Entrepreneur français aux multiples facettes, cofondateur de Ledger, leader mondial des portefeuilles de crypto-monnaies et qui a une licorne valorisée à plus de 1,5 milliard de dollars, cofondateur de la maison du Bitcoin, devenue CoinHouse, aussi cofondateur de AlgoSup, école de développeurs informatiques, investisseur dans plus de 50 startups, notamment acteur et investisseur dans l'émission phare Qui veut être mon associé, depuis 2020, qui est produite sur M6, classé dans le top 500 des fortunes françaises par le magazine Challenge. Tu es aussi un ancien joueur de poker professionnel, auteur du livre récemment publié Entrepreneur pour être libre, mon histoire et mes conseils pour passer à l'action. Tu organises également des masterminds pour entrepreneurs dans ton domaine en Sologne. Et sans oublier, bien sûr, papa de 3 enfants. Ça fait bon nombre de casquettes et bon nombre de sujets sur lesquels on va pouvoir rebondir dans le cadre de cet épisode, à commencer par une anecdote en 2013 où tu découvres le Bitcoin. Oui. Et il y a une double prise de conscience, un sacré bouleversement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en 2013, je viens de vendre ma start-up précédente qui était Prixing, un comparateur de prix. Et donc, je cherche la suite, je cherche des idées, je cherche un peu à m'inspirer. À un moment, je tombe une fois de plus sur le Bitcoin et je comprends pas ce que c'est. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette arnaque, cet argent magique d'Internet, comment ça peut fonctionner ? Et ça titille ma curiosité. Et donc, je commence à lire. Plus je lis, moins je comprends. Et au bout d'un certain temps, tout s'assemble dans ma tête. Et là, je comprends qu'on a affaire à une véritable révolution, à une double révolution, révolution technologique, révolution monétaire. Et là, je me dis que je dois consacrer le reste de ma vie au Bitcoin. Donc, ça a été un moment pour moi charnière. Quel est l'élément qui crée ce déclic où tu comprends et là, tu vois clair dans quelque chose qui était nébuleux et tu fais le lien entre les éléments ? Ce que je comprends, c'est que le Bitcoin est une technologie qui permet à tout à chacun de pouvoir échanger des valeurs, donc le Bitcoin sur Internet, sans permission, avec une forte résistance à la censure. Et je comprends que c'est en fait l'incarnation la plus forte de la possession de la propriété, ce qui peut paraître paradoxal pour une monnaie dite virtuelle. Mais je comprends que c'est l'équivalent numérique de l'or, que quand on a des bitcoins, personne ne peut te les enlever, personne ne peut décider quelque part que tu n'y as plus accès. Et donc, c'est un peu l'aboutissement du rêve libertarien, c'est-à-dire la capacité de posséder. Moi, je suis un grand amoureux de la liberté. La possession, c'est la base de la construction, en fait, de soi. Et c'est pas forcément égoïste ou c'est pas forcément une conception qu'on prend à l'autre. Donc, faut être très clair là-dessus. Mais posséder, c'est exister. Et donc, pour moi, le Bitcoin est vraiment l'incarnation la plus pure de la possession. Et en plus, sur on va dire, une approche monétaire complètement différente, qui est en opposition, en tout cas, une alternative aux économies classiques de l'euro, du dollar. Et donc, ça a coché toutes les cases. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de m'y consacrer à fond. Et à quel moment tu as l'idée Ledger ? Ça, je ne suis pas arrivé tout de suite. Ouais. Je voulais faire quelque chose dans le Bitcoin. Je voulais pas juste... Que le Bitcoin. À l'époque, il n'y avait que le Bitcoin. Okay. Ouais. En 2013, il y avait XRP, Ripple, il y avait d'autres altcoins, mais bon, c'était vraiment que le Bitcoin qui m'intéressait à l'époque. Donc, je veux faire quelque chose dans le domaine, je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à trouver le projet.
Et donc, je décide de transformer cette faiblesse, pas savoir ce que c'est, pas savoir ce que je veux faire en force. Et donc, je me dis, je vais aller au bout de l'idée et je vais ouvrir la maison du Bitcoin à Paris, qui était un espace sur le Bitcoin. Il n'y avait pas de business model, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait rien. C'est le business model, en fait, oui, c'était on espère qu'il va se passer quelque chose. Je voulais créer des opportunités et c'est comme ça que j'ai rencontré mes futurs associés de Ledger. On s'est bien entendu et on a vu que pour pouvoir se développer, le Bitcoin ou les cryptoactifs en général avaient besoin de sécurité et ça tombait bien parce qu'en France, on avait une technologie, la carte à puce, qui s'y prêtait parfaitement. Et donc c'est comme ça que la Ledger en fait a abouti. Ce processus de découverte, de conviction, de lancement sur ce marché, jusqu'à l'idée Ledger, il prend combien de temps ? Alors, la maison de Bitcoin ouvre en mai 2014. On se tape dans la main pour créer Ledger en juillet 2014. Et le premier hardware wallet arrive sur le marché en novembre 2014. Donc, c'est allé très vite. Ça va vite, Très ça va vite. très très vite. Qu'est-ce qui explique justement le fait que ça va aussi vite ? Est-ce que c'est propre au marché des crypto-monnaies qui lui aussi allait vite, allait en poupe, t'as pas le temps, il y a cette énergie, ce dynamisme d'un nouveau marché. Est-ce qu'il y a un autre élément qui fait que ça va aussi vite ? Non, ce qui fait que c'est allé aussi vite, c'est l'alignement en fait des associés. D'accord. C'est-à-dire que la base de la réussite de Ledger, c'est 8 cofondateurs qui se sont alignés pour aller dans la même direction et qui ont toujours ramé dans le même sens. Et c'est ça qui a fait que c'est allé vite. Et donc, c'est là l'essence en fait de la réussite, c'est cette association, cette réunion de talents qui se sont tous mis dans la même direction. 8 associés, c'est énorme. énorme, c'est pas anodin. Oui. Surtout ces 3 entreprises qui ont fusionné. Donc, C'est la règle des 2 pizzas, tu la connais ? Comment ? La règle des 2 pizzas. Vas-y, je t'écoute. C'est Jeff Bezos qui disait ça, que en fait une bonne entreprise, c'est que si tu as maximum, donc en gros 8 personnes autour d'une table, ce qui te permet de partager 2 pizzas. D'accord. Plus, c'est beaucoup trop, et moins, c'est pas assez. Donc ils te disent que si tu arrives à partager 2 pizzas avec 8 personnes, tu es censé faire une licorne. Je vois que t'aimes bien les pizzas, toi. C'est pour ça que t'as racheté. Ouais. Ça t'a inspiré. Mais Donc, j'ai bien aimé ce truc-là. Ouais, c'est une Le bonne. fait d'être trop ou pas assez, tu vois. Et justement, tous les deux, vous avez tous les deux des associés dans vos business, que ce soit lorsque vous êtes lancé ou lorsque vous avez continué à avancer. En l'occurrence, 8 associés, c'est pas anodin. Comment on gère 8 associés pour pas se marcher dessus, pour justement être efficace? Parce que là, en l'occurrence, vous avez été très vif, très réactif, très efficace, mais ça aurait pu avoir l'effet contraire, où justement on est nombreux, tout le monde veut faire plein de choses, et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'associations, malheureusement. C'est vrai, et ça étonne toujours quand je dis qu'on était 8 associés, ça génère ces questions-là. Et derrière, la réponse, je pense que c'est avoir un bon leadership C'est ça, ouais. et avoir une bonne communication où chacun se sent à sa place, sait qu'il a une mission claire et qui ensuite va accepter en fait d'aller dans la bonne direction parce que il est complètement aligné avec les objectifs. Et moi, ce que j'ai découvert, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'une des choses de mes capacités, finalement, c'était de pouvoir créer un bon leadership. Et c'est ce qui a permis à l'entreprise de continuer à 8. Parce que dans la difficulté, c'est là où peut tout mal aller, mais aussi dans le succès, parfois. C'est dans la réussite que l'on voit quelquefois que la véritable nature des gens apparaît, qui commencent à vriller et se dire « Attends, pourquoi tu as 2% de plus que moi ?» Enfin, il y a des trucs qui commencent à vraiment mal aller. Et là, tout s'est bien passé parce qu'on a pu avoir une très bonne communication, une bonne distribution des rôles. Et donc, le leadership, je pense que c'est la clé de pouvoir réunir et ensuite faire évoluer une équipe dans le bon sens. Clairement. Je ne vous demande pas avec ma prochaine question de vous transformer en Madame Irma et prédire l'avenir, mais... Le prix du Bitcoin ? Non, pas forcément, mais presque, justement, c'est plus comment vous voyez l'avenir des crypto-monnaies en termes d'adoption de masse. Je pense que c'est aussi une question que vous êtes posée chez Ledger parce que vous êtes directement tributaire du nombre de personnes qui vont entrer sur le marché des crypto-monnaies. Tous les deux, vous êtes des investisseurs sur différents marchés également, j'imagine. Les crypto-monnaies, en l'occurrence, font partie des actifs sur lesquels on se positionne aujourd'hui dans un portefeuille diversifié en général. Comment vous voyez l'avenir justement de ce marché et de cette adoption de ce marché ? C'est compliqué. Là, tu as vu, tu as Trump qui disait qu'il voulait retirer toutes les taxes possibles et inimaginables concernant les bitcoins. Donc, à voir. En fait, pour moi, les bitcoins, tout ce qui est crypto-monnaie, quand le prix est extrêmement bas, personne ne veut l'acheter.
Quand le prix est extrêmement haut, tout le monde veut en acheter. Donc, c'est un peu du propre à chacun. Moi, je sais que personnellement, j'ai investi à peu près 10% de ce que je gagne dans tout ce qui est crypto et stock. C'est la somme que je me permets de gagner ou perdre. Mais je pense que, de toute façon, pour moi, le Bitcoin, je ne fais pas de conseil d'investissement, encore une fois, mais le Bitcoin, pour moi, ça reste quand même le Saint Graal. Et on va dire que c'est, selon moi, on va dire la crypto-monnaie la moins risquée. Donc, à voir. Mais bon, pour l'instant, depuis 6-7 ans, il n'y a eu que des bonnes surprises. Donc, il y a eu des up and down, il y a eu des bull runs, il y a eu pas mal de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est là, quoi. D'autant plus que ces dernières semaines, ça s'est plutôt bien passé. C'est énorme, mais c'est fou. Je vois tous les gens autour de moi, il y a encore, je crois, il y a encore un an, Bitcoin était à 18 000. Enfin, ça a énormément descendu. Là, aujourd'hui, et là, maintenant, tout le monde veut l'acheter, mais maintenant, c'est cher. Mais quand c'était pas cher, il y a quelques mois encore, personne n'en voulait. C'est un peu comme une histoire d'amour, tu sais, quand c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, tu vois. Donc après, mais bon, ça reste quand même un investissement risqué, mais si tu peux te permettre d'investir une partie, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Pour toi, Eric ? Pour moi, le Bitcoin, c'est pas un investissement. C'est juste, en fait, la capacité de pouvoir protéger le fruit de mon travail dans le futur. Et donc, moi aussi, je ne donne pas de conseils en investissement, et donc surtout, ne faites pas comme moi. Mais moi, j'ai 100% en Bitcoin, parce que je considère que c'est le seul actif qui va être capable, en fait, de résister à tous les changements macroéconomiques qui vont arriver. Et le Bitcoin est soumis à un très, très bel avenir. Je pense que la prochaine révolution, et elle a en fait commencé, c'est lorsque les États vont avoir des réserves stratégiques en Bitcoin, parce qu'ils vont comprendre que c'est un actif dont ils ne peuvent pas se passer, surtout ils ne peuvent pas laisser les autres puissances économiques s'en emparer. Même BlackRock. Et donc, BlackRock qui a commencé à se positionner là-dessus. Ouais, une tonne. Les États-Unis annoncent mettre en place une réserve stratégique, donc à voir ce que ça va donner. Mais à partir du moment où le Bitcoin va devenir un actif stratégique, c'est là il faut bien comprendre qu'il n'y en a que 21 millions, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc, moi, je ne le vois pas comme un investissement dans le sens où j'aurai plus d'euros à la fin. Parce qu'en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est le nombre de bitcoins que j'ai. Et moi, je ne veux pas avoir d'euros. Donc, tu ne fais jamais d'exit ? Alors, je peux faire des exits à un moment. Si j'ai besoin d'euros pour faire des travaux, pour faire quelque chose dans la vraie vie, parce que le but, c'est pas non plus de mourir avec mes bitcoins. Donc oui, je peux vendre quand j'ai besoin en fait de liquidité que je dois utiliser dans la vraie vie. Mais sinon, quand je gagne de l'argent, en fait, je le mets directement en bitcoin. Et je veux en fait conserver mes bitcoins, parce que pour moi, c'est juste une matière de protéger mon actif et mes avoirs. Et sur Ledger, rien à voir, tu avais bootstrappé ta boîte ou tu avais fait des levées de fonds ? Avec Ledger, on avait levé des fonds, on avait levé 1,2 million d'euros, ensuite 7 millions d'euros, ensuite 70 millions d'euros, ensuite 400 millions d'euros. Donc on a presque levé un demi-milliard avec Ledger. C'est une deep tech, c'est impossible de bootstrapper ce genre de boîte. Oui, bien sûr. Donc je suis bien d'accord qu'entreprendre, c'est pas lever des fonds. Et souvent, j'invite les entrepreneurs à pas lever des fonds parce que c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est devenu la grande mode. Et alors que bootstrapper des boîtes, ça a du sens, c'est même beaucoup mieux dans certains cas. Par contre, dès qu'on est dans de la deep tech, il a fallu vraiment qu'on crame des dizaines de millions au final pour arriver, pour développer le Ledger Stacks, par exemple, ça a coûté 50 millions d'euros. Enfin bref, c'est compliqué. Au bout d'un certain temps, on finit par avoir les fonds propres suffisamment solides pour pouvoir se lancer là-dedans. Bien sûr. Mais clairement, oui, on a dû lever des fonds et je ne pense pas qu'on aurait pu bootstrapper. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que tout ce qui est tech, fintech, moi, ce qui est ma grosse partie, on est obligé d'en lever. Et c'est vrai que c'est devenu vraiment une mode. Aujourd'hui, tu croises quelqu'un dans la rue, il te pitch un deck, tout de suite, il parle de levée de fonds. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus. En fait, c'est devenu un truc qui est comme si l'argent était gratuit. Alors, c'est de plus en plus difficile. En fait, post-Covid, c'était extrêmement facile de lever des fonds. Sur un PowerPoint, tu arrives à lever des fonds. Là, depuis 1 an, les fonds sont beaucoup plus frileux, les VC sont beaucoup plus frileux, et c'est vrai que n'importe quelle personne veut lever des fonds. Mais à tort ou à raison, hein, c'est sur des boîtes qui peuvent se bootstrapper parfaitement. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est important de le dire. Complètement, et on oublie la rentabilité. Alors qu'aujourd'hui, la rentabilité, c'est quelque chose qui est rapidement demandé, même lorsque tu veux. Même pour lever des fonds. Aujourd'hui, il y a encore de l'argent. Par contre, ils ne vont investir que dans des entreprises qui sont rentables et qui vont pouvoir accélérer rapidement sur des SaaS, des choses comme ça. Là, ils peuvent lever des fonds pour aller plus vite. Mais aujourd'hui, avoir un deck et lever, je veux faire une application, une place de marché, puis j'ai besoin de 200 000 euros pour le faire.
Et de toute façon, C'est maintenant, fini. les VC, parce que moi j'ai levé avec Balaventure, qui est l'idée par Peter Thiel, donc qui a cofondé PayPal avec Elon Musk, et c'est lui qui avait le premier chèque pour Facebook. Aujourd'hui, ils cherchent vraiment des centaures, donc des boîtes qui font plus de 100 millions de revenus. Ils ne cherchent plus des licornes. Parce que c'est devenu, je ne vais pas dire has-been, mais en fait, une licorne, c'est devenu obsolète maintenant. Alors que c'est difficile d'en faire, hein, mais c'est devenu, en fait, la valorisation d'une boîte, c'est devenu un peu obsolète. Un centaure, c'est une boîte qui a vraiment des revenus, et c'est ce qui est difficile à faire, quoi. Et c'est ce que les fonds cherchent. En parlant de revenus, justement, donc de mémoire, en 2016, vous faites plus ou moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. Chez Ledger, oui. Chez Ledger. En 2017, 200 000. Et l'année d'après, 40 millions. Oui. Donc, de par l'adoption aussi massive du Bitcoin, le fait que le Bitcoin ça explose ça dans tous les sens. N'importe quoi. Comment on gère une hyper-croissance comme celle-ci, où on fait des multiples juste ça a été énormes? complètement dingue. En fait, pour gérer, on a recruté. Là, il n'y a pas beaucoup de solutions. En fait, il faut s'entourer des meilleurs. Et là, tu es dans une dynamique plutôt positive parce que, tu as vraiment du cash. C'est-à-dire que les mois, on faisait 10 millions d'euros de revenus, 8 millions d'euros d'EBITDA. Donc, tu n'as pas de problème pour pouvoir investir. Donc, tu peux recruter qui tu veux. En plus, on avait une marque employeur extrêmement forte, parce que Ledger était vraiment la boîte la plus haute du moment. Donc, tous les ingénieurs, tout le monde se disait « Waouh, je vais aller là-bas ». Donc, on a pu recruter les meilleurs talents, et c'est ce qu'on a fait. On a dû recruter 150-200 personnes en 6 mois. Et moi, je faisais que ça. En fait, mon seul rôle en tant que CEO était de recruter. En tout cas, mon principal rôle était de recruter. Et ça a été la... Et tu es toujours CEO ? Non, j'ai quitté j'ai quitté mon poste de CEO en 2019. Aujourd'hui, le CEO de Ledger, celui vraiment qui fait les choses, c'est Pascal Gauthier. Ok. Ah oui, je vois qui c'est. Comment tu gères ton quotidien quand tu dois recruter? Parce que recruter, c'est une chose, mais il faut chercher les personnes, identifier que c'est les bonnes personnes, les onboarder, les déployer derrière dans l'entreprise pour que ça fasse du sens. Tu commences par recruter des gens qui recrutent. C'est-à-dire que si tu veux pas juste mourir, tu es obligé de structurer très vite. Et donc, tu fais appel aussi beaucoup à ce qu'on appelle du management de transition, des freelances, des gens qui peuvent arriver tout de suite, te résoudre des problèmes que tu payes cher, mais c'est normal. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ce type de solution parce que tu dis, je vais recruter un DRH, un directeur financier, une équipe, ça va mettre 3 mois minimum. Et encore, là, c'est extraordinaire. Donc, alors que tu prends management de transition, tu as un directeur financier qui arrive du jour au lendemain, un ninja. Et on a fait comme ça, en fait, pour pouvoir s'en sortir. On est allé chercher des équipes opérationnelles qu'on a pu faire venir très, très rapidement. Et ensuite, on en a recruté certains. On a pu en onboarder d'autres. Et ensuite... L'onboarding, au début, c'était n'importe quoi. C'était, tiens, voilà ton PC, trouve un bureau, voilà ta mission, démerde-toi. On n'avait pas le temps de mettre en place quoi que ce soit. Et donc, c'est petit à petit qu'on a amélioré l'onboarding et que c'est devenu quelque chose de réel. Mais au début, c'était un peu la fête du slip. Et donc, on a dû recruter en fait, des personnes qui étaient extrêmement autonomes et qui ont pu se débrouiller. Et ceux qui se noyaient, ils repartaient très vite parce qu'ils disaient, mais c'est quoi, c'est fou, je m'en sors pas. Et donc, tout passe par la structuration, la délégation. La déléguer, on ne se pose plus de questions. On se dit plus, non, je vais garder le compte. Non. C'est, allez, vas-y, on délègue, vas-y. Et pas grave. Évidemment que ça va partir dans tous les sens, qu'il y a des trucs qui vont cracher, que ça va être la merde, mais tu es obligé de lâcher prise, d'accepter du chaos et d'accepter de renoncer à la perfection. Parce que sinon, c'est ça ou c'est la fin. Voilà, si tu dis que tu commences à tout garder. Et donc là, il faut vite faire un travail psychologique dans sa tête, de se dire, OK, je lâche, j'ai pas le choix. Il ne faut plus être sentimental. On verra bien. Et ensuite, on essaye bien sûr de gérer la barque parce qu'il ne faut pas non plus aller dans la médiocrité. Mais il faut accepter de lâcher du lest et de voir ce que ça va donner. Ouais. Tu évoques justement un travail psychologique à faire pour éviter le micromanagement, par exemple, éviter la recherche de perfection continue et autres. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, quel que soit leur niveau de croissance, quel que soit leur niveau d'hypercroissance ou même de structuration. Quel conseil tu donnerais justement basé sur ta propre expérience personnelle pour lâcher du lest, prendre du recul et ne pas être dans ces phases de micromanagement et de recherche perpétuelle de la perfection? Je pense que la première étape, c'est d'arriver à faire confiance aux autres. Et pour faire confiance aux autres, il faut se faire confiance à soi. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut travailler assez rapidement, parce qu'un entrepreneur peut avoir un gros ego, etc., avancer, mais finalement,
avoir quelques doutes, un peu de syndrome de l'imposteur sur certains éléments et donc ne pas se faire confiance, et donc ne pas faire confiance aux autres. Donc ça, il faut pouvoir le travailler. Il faut ensuite, évidemment, accepter la perte de contrôle et donc renoncer à la perfection, se dire que le mieux est l'ennemi du bien dans l'entrepreneuriat. Hein. Tu dois juste... allez, il faut aller au résultat, même si c'est parfait, pas parfait, c'est pas grave. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la médiocrité, mais il faut avoir un petit peu de souplesse. Et puis ensuite, faut embrasser le chaos. Faut se dire, ok, faut lâcher, quoi. Et c'est la seule façon de déléguer, parce que sinon, on veut toujours tout garder sous contrôle. Et pour cela, il faut réussir à avoir un détachement émotionnel par rapport à son entreprise. Plus dire, c'est mon bébé. 100%. Ça, c'est des termes à proscrire. Au même titre que les termes à proscrire, c'est nous sommes une grande famille. Non, une entreprise, c'est pas une famille. On peut avoir une bonne ambiance, être bienveillant, mais la notion de famille, Oui, c'est une entreprise, mais... c'est des termes en fait qui sont dangereux parce qu'on rentre dans de l'émotionnel. Et donc plus on est dans de l'émotionnel, moins on peut faire les choses bien et plus on va micromanager, plus on va étouffer les gens et plus on va être toxique. Tu verrais ça plutôt comme une équipe de foot, une équipe de sport? J'en sais rien, moi j'ai jamais fait de sport, donc je peux pas dire. Ok. Il faudrait demander à Tony Parker, mais non, je sais pas, peut-être. Un autre point, c'est que donc il y a cette phase d'hypercroissance où tu génères 40 millions de revenus en un an. Et l'année prochaine, l'année d'après, justement, c'est l'année qui est plus difficile, qui est plus compliquée, de par notamment le marché aussi des Le marché crypto-monnaies. s'écroule, on Voilà. se retrouve avec, on a recruté plein de monde, on a acheté des stocks de malades, on a acheté des millions et des millions de pièces de hardware, et puis le marché s'écroule. Et là, c'est la catastrophe. On avait fait 40 millions d'euros en 2017 avec 20 millions d'EBITDA. On a refait 40 millions d'euros en 2018, mais avec moins 20 millions d'EBITDA. Parce qu'on a eu des coûts énormes. Et donc là, la boîte a commencé à flancher. Il a fallu restructurer. En 2019, on n'a fait que 20 millions d'euros de revenus. Donc la boîte était vraiment en baisse. Et on a dû évidemment revoir les coûts et revoir la manière dont le personnel, hein, puisqu'on avait recruté des gens extrêmement chers dans les fonctions support. On avait tout mis au nickel. Mais on n'avait plus les moyens en fait de se payer une équipe 3 étoiles. Et donc c'est là, en fait, ça a été très compliqué. Et c'est là où il y a eu un peu, on va dire, des discussions au sein du board, de savoir, ok, là c'est le bordel, faut tout changer, et puis une tête doit tomber. Donc voilà, et moi j'ai choisi, pour la faire courte, de tomber sur mon épée pour laisser la place à un 109, Pascal Gauthier, donc, qui a repris, qui a restructuré. Mais ouais, on est passé en fait d'une euphorie à une zone très dangereuse où la boîte aurait pu planter. Et ça, c'est la difficulté des boîtes qui sont dans la crypto. C'est que ça monte et ça descend, et ensuite ça s'est répété. C'est-à-dire que Ledger a eu une croissance très forte en 2020, 2021, centaines de millions de revenus, enfin vraiment, donc là on a pu taper des super valos, et après, c'est retombé. Et donc, le jour où Ledger sera en bourse, bon courage, parce que pour pouvoir être coté, il faut avoir une prédictabilité, c'est ça ce que les investisseurs vont rechercher. Et pour le moment, c'est très difficile avec la crypto. Donc là, bon, il y a des revenus qui sont en plus liés en fait à faire des transactionnels, des échanges, etc. Donc petit à petit, ça va aller dans le bon sens, mais c'est pas une entreprise facile à gérer. Ouais, complètement. Et justement, donc t'évoquais cette phase où tu dois restructurer, tu dois y a moins de revenus, l'année d'après, il y en a encore moins, etc. Mais en même temps, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire en sorte que pour le client final, la perception de ce chaos à l'intérieur ne soit pas du tout ressentie, pour que le service et la qualité de ton produit continuent à être présentes. Pareil dans ton marketing. Quel conseil tu donnerais à ceux qui aujourd'hui sont soit en hypercroissance, parce que le chaos, tu l'as aussi dans l'hypercroissance, que quand ça va très mal, mais pour maintenir ce cap et faire en sorte que finalement, ce soit pas perçu par le marché en tant que tel, parce que c'est souvent l'émotion aussi qui joue. Puis à un moment donné, parfois, tu as envie peut-être de tout lâcher, d'abandonner et de mettre moins d'importance sur des sujets qu'ils sont réellement. Non, je pense qu'un entrepreneur, en fait, sur la perception de son entreprise, doit jamais rien lâcher. Et la première des choses, que ça monte ou que ça baisse, c'est d'avoir des KPIs. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qui se passe. Ouais. Quel est le ressenti des utilisateurs sur le produit. Donc, il y a plein de KPIs qui existent, qui permettent de voir en quasiment temps réel en fait, l'évolution de la satisfaction des clients, donc que ce soit en B2B, B2C. Donc là, il y a des solutions. Donc déjà, il faut commencer par les monitorer, et c'est la data qui est la plus importante.
Et après, il faut être, je pense, sans pitié sur certaines choses. Disons que même si la maison brûle, il faut que la façade reste noble, en tout cas le plus longtemps possible, le temps d'éteindre le feu et de tout gérer, et donc de mettre vraiment ses efforts sur le produit, le service client. Et ça peut être très compliqué aussi pendant la croissance, parce que c'est quand tout le monde te tombe dessus et que tu veux plein de choses, que parfois tu as du mal à répondre. Et donc, un exemple très clair, c'est être très transparent. C'est-à-dire que quand Ledger a eu une très forte croissance, on n'avait plus de stock et on ne savait pas qu'on allait livrer, tout de suite, immédiatement, on prévenait. On disait, attention, là, si vous voulez précommander, il y aura 2 mois de délai, on ne sait pas. Donc, pas essayer de récupérer en faisant du mensonge par omission. Honnête avec tes clients. Voilà, donc il faut être honnête. Et au final, si on dit à un client, tu l'auras dans 2 mois. C'est ça, il sait à quoi t'attendre. OK. Si par contre il achète et puis il commence à gueuler, là tu dis finalement on ne sait pas, genre en mode passif-agressif. Il ne peut pas te reprocher que tu l'aies prévenu. Ouais, exactement. Et donc la communication, la transparence, en fait, je pense que c'est vraiment la base. Et on a tendance, quand les choses ne vont pas, en fait, à vouloir peut-être trop masquer les choses. C'est-à-dire, on peut très bien continuer d'avoir une façade de respectabilité, mais en annonçant des délais, en annonçant des problèmes. Au même titre qu'en interne, quand ça ne va pas, il faut aussi parler des problèmes. C'est trop facile de parler des victoires avec ses équipes. Bon, on doit aussi dire, voilà, ça ne va pas, c'est compliqué. Donc, on apporte les solutions. En externe, il faut avoir un discours un petit peu différent, mais il faut dire, voilà, souci de stock, avoir une transparence qui permette aux clients, finalement, de savoir où est-ce qu'il en est. On dit, là, pendant 15 jours, ça va être dégradé. On va avoir du mal. Là, on n'arrivait pas à répondre aux gens, il y avait trop, donc on envoie immédiatement un mail en disant voilà, on a un gros problème, on est victime de notre succès, on recrute, etc. Nous sommes désolés, mais on va vous prendre du temps pour répondre. On sait que c'est pas idéal, mais c'est comme ça et on fait au mieux. On essayait en fait quand même d'engager les gens en leur expliquant les difficultés qu'on rencontrait, et donc ça marche. C'est-à-dire que ça sert à rien en fait, de se faire plus beau que l'on est. Je pense que il faut expliquer les choses telles qu'elles sont, masquer évidemment, vraiment c'est le bordel, ça sert à rien de tout dire, mais plus on est transparent dans une certaine mesure avec le client, et surtout plus on le respecte, et si on lui dit il y a un problème, pas avec votre commande ou avec votre produit ou votre truc, ou attention ça va être compliqué, il faut mieux lui dire avant. Concept très important là que tu évoques ici, et même pour la petite anecdote, la deuxième Ledger que j'ai acheté personnellement, vous aviez tellement bien communiqué sur ce truc des délais, ce truc de la précommande et ce truc du retard justement de livraison que quand il y a de ça quelques années, vous avez sorti un nouveau modèle. Dans le Nano X peut-être. Exactement. Ouais. Et je me l'étais offert pour voir la différence et autres. Et j'étais tellement agréablement surpris que la livraison était ultra rapide et qu'en quelques jours, j'avais ma Ledger parce que j'avais ce rappel dans ma tête de mais je m'y prends à l'avance, ça va prendre 2-3 mois pour livrer parce que ça avait été tellement bien communiqué en amont. Mais bien sûr, ça peut en faire une force. Ouais, c'est vraiment une force. C'est ça, c'est under promise, over deliver. Exactement. Et parfois, quand tu crées justement ce entre guillemets, ce stock limité qui ne l'est pas, les gens ont de plus en plus envie d'acheter. Et quand tu laisses un produit tous les jours, ils te disent bon, j'achèterai demain. Alors que s'ils savent qu'ils ont 3 mois de délai, tu as envie de l'avoir demain. C'est pour ça que les drops, maintenant, marchent très bien dans certains environnements. Ah, c'est fou, les drops, c'est... Moi, je suis pas pour les drops, perso. Ça m'insupporte un peu, mais c'est vrai que ça fonctionne réellement sur les marchés. C'est le nouveau dropshipping. En fait, il y a des modes comme ça, en fait, de choses. Donc, je pense qu'après, les gens vont abuser des drops et à un moment, ils vont créer des drops alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir des drops pour créer un peu de la FOMO. Donc, à un moment, on passera à autre chose. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, la notion de drop, en fait... Elle est parce qu'ils savent que ils peuvent l'avoir pendant une certaine période et qu'après, ils ne l'auront plus. C'est du vente privé remis au bout du jour. C'est ça. Et au-delà de ça, notamment quand tu dois construire un produit, faire un produit, le délivrer ou de l'industriel, ou même de l'alimentaire, ça te permet aussi de mieux gérer ton stock. Tu sais exactement combien... tes coûts sont bien sûr. Ça te permet en fait de gérer. Donc, c'est plus facile, effectivement. Il y a pas mal d'avantages. Un autre point sur lequel j'avais envie de rebondir, c'est que tu as dit un jour, j'avais une confiance absolue dans mes capacités professionnelles, mais socialement, j'étais un désastre. Désastre, oui, oui, ok, oui. Et pourtant, on l'évoquait tout à l'heure, tu parlais de leadership, justement. Comment on fait pour réussir à avoir un leadership quand c'est pas forcément quelque chose qu'on perçoit comme inné à la base ? Effectivement, je pense que professionnellement, j'en suis toujours bien sorti et j'ai toujours réussi à faire ce qu'il fallait. Et si je devais prendre la parole, faire des trucs, je m'en sortais. Par contre, à titre personnel,
j'ai toujours une maladie, pas une maladie, j'ai toujours eu une timidité maladive. Et donc, par exemple, ne serait-ce qu'aller par exemple, dans un magasin et aller parler à un vendeur pour demander quelque chose, Je j'arrivais suis pas. exactement pareil que toi. Tu vois, je disais, tu vois, excuse-moi de déranger, enfin voilà, tu vois. Et donc aller dans un cocktail ou parler à des gens ou truc impossible pour moi, aller aborder une fille. À l'époque, quand je faisais ça, voilà, c'est vraiment désastre total. Cependant, dans un univers professionnel, j'étais bon, tu vois, parce que c'est pas pareil, tu vois. Et donc j'avais la confiance en moi pro. Et oui, je pense que c'était inné ce leadership, parce que le mot leadership, moi, ça fait que quelques années que je l'ai appris. Avant, je savais pas ce que c'était. Donc je l'ai jamais théorisé. J'ai fait les choses en fait en faisant du bon sens. Parce que pour moi, ça a toujours été du bon sens, finalement, de manager ou de faire des trucs. C'est très pragmatique. Je suis quelqu'un de très pragmatique et le bon sens, ça marche. Et donc oui, on peut à la fois être un désastre dans sa vie perso-sociale et en même temps, dès qu'on est dans un environnement pro, parce qu'on se sent légitime, moi, c'est pareil. C'est vraiment mon cas parce que, en fait, là, je suis pas bien en costume pour une fois, comme tu peux l'attester. Et c'est vrai que, si tu veux, quand je mets mon costume, c'est un peu toujours comme une cape de super-héros. Tu vois, genre, en fait, je suis dans mon personnage et je sais où je vais. Tu vois, j'ai aucun problème. Et dès que je suis dans ma vie privée, je vais un peu plus, tu vois, être un peu plus dizzy, quoi, tu vois, perdu. Mais si je suis dans mon mood de travail, je peux être devant 2000 personnes, aucun problème. Je connais mon sujet, je connais mon truc. Et parfois, j'ai des petits moments, tu vois, de stress, de trucs, de machin. Et moi, je suis très dans en France, on le dit pas assez. Mais moi, je suis vraiment accompagné par des médecins. Tu vois, des coachs mentaux, des médecins. Je trouve que c'est important. Les gens ne le disent pas assez. Il y a un sportif qui est mon ami d'enfance, Teddy Riner, qui l'a avoué il y a quelques années. Et il a dit, en fait, je suis suivi depuis le début et c'est ce qui m'a permis d'arriver au plus haut niveau. Et en France, on a toujours un peu de mal. Si on va te pointer du doigt, on va dire non, t'es fou. Moi, j'ai pas de problème. Je l'ai fait depuis 4-5 ans maintenant. C'est vrai que ça a vraiment aidé. Et même parfois, tu vois, quand j'ai des gros sujets, des gros momentum dans ma vie, j'envoie un petit message à un de mes médecins, j'en ai 2. Et je lui dis, je panique un peu, je stresse. Et là, un petit message, no stress, tu connais ton sujet. Et en fait, ouais, t'as raison. Et en fait, tu vois, j'y vais, je fonce. Et là, je suis dans mon cadre professionnel. Et après, quand je suis dans mon cadre privé, je suis un peu plus en roue libre, tu vois, je me mets moins de pression. Mais ouais, totalement. Justement, vu que vous avez cette similarité, je vous pose la question à vous deux. Est-ce qu'il y a un moment, un déclencheur qui a fait qu'il y a cette prise de conscience de « Ok, j'ai cette timidité dans le perso ». Parce que moi aussi, je suis un ancien timide, introverti, etc. Et j'ai dû travailler sur moi. Mais finalement, j'ai le sentiment que ça a impacté mon perso comme mon pro. Autant aujourd'hui, je peux être limite perçu comme extraverti, aller parler à quelqu'un sans forcément avoir de gêne, sans pour autant vouloir être non plus désagréable ou gênant, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ce truc du costume dans ton cas ou du cadre dans le tien. Est-ce qu'il y a un déclencheur, à un moment donné, un déclic qui a fait que, ok, je prends conscience de ça, qui pourrait aider nos auditeurs parce que c'est un vrai sujet. On parle beaucoup de networking. Je pense que tous les deux, vous avez conscience de l'importance du réseau. Le réseau, une rencontre peut parfois changer une vie complètement. Et ceux qui nous écoutent également cherchent à faire du réseau, du networking, aller à des after-work, etc. Mais souvent, on est comme paralysé. Ouais. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment aller aborder. C'est sûr, et moi j'étais clairement dans ce cas-là. Donc en 2010, quand je suis rentré après 10 ans d'expatriation, je suis rentré à Paris, je connaissais personne, j'avais zéro réseau, quasiment inexistant. Et la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut que je trouve un associé. Et donc, pour trouver un associé, faut sortir, il faut créer des opportunités. Et là, j'ai dû vraiment me faire violence. Parce que je déteste aller dans des cocktails, dans des apéros, entrepreneurs, discuter, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je m'en fous de ce qu'ils font, en fait. Mais je suis là et j'ai besoin, en fait, de faire ça. Et donc, je me suis fait vraiment violence. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait. C'est le coup de pied au cul. Parce que tu n'as pas le choix. Tu me dis, si je ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Donc, il faut sortir de sa zone de confort ou l'élargir, comme tu préfères le dire. Et je me suis fait violence. Et j'ai trouvé un associé qui, lui, moi, ce que je cherchais, c'était quelqu'un qui pourrait faire ce boulot. Donc, et je l'ai trouvé, Thomas, il était super bon pour faire du business développement, parler aux gens, faire du networking, etc. Et donc, en fait, il l'a fait, et c'est ce qui l'a vraiment apporté par la suite. Et moi, je n'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je n'aime pas aller dans les cocktails. Quand j'y vais, c'est dans un cadre particulier. Puis aujourd'hui, je suis Eric Larchevêque, machin, donc les gens viennent me parler, donc c'est très différent. Et donc oui, j'ai un peu ma cape. Et voilà. Mais sinon, si par exemple, je sais pas, je vais dans un autre pays où personne ne me connaît,
je vais pas aller dans un truc d'entrepreneur discuter parce que en fait, ça m'intéresse pas. Donc, moi, je l'ai résolu en trouvant des personnes qui le font pour moi, mais je me suis pas changé parce que j'avais pas envie de changer parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui va aider mais moi, j'ai résolu ça en trouvant des personnes qui le font pour moi parce que de toute façon, c'est pas ça en fait mon truc et je me suis dit. Je vais pas m'envoyer en l'air pour me changer, parce que de toute façon, je pense que j'ai d'autres choses que je dois faire. Complètement. Ça aide dans le sens où, en résumé, c'est fais-le si tu n'as pas le choix, et ensuite identifie là où tu es bon, et Voilà. sinon trouve quelqu'un qui l'est pour Exactement, toi. voilà, c'est ça. Ouais, très clairement. Moi, ce que je dis depuis le début, je pense qu'il faut accepter de perdre du temps. Les gens sont énormément dans le rush, surtout aujourd'hui. Tu vois, cette nouvelle génération très jeune qui ont envie de faire 1 million en 4 jours, sur laquelle je n'y crois absolument pas. Peut-être ça marche, certains, moi, ça n'a pas marché comme ça. Et qui veulent tout de suite connecter avec quelqu'un, rencontrer le bon associé, le bon invest, le truc, le machin. Moi, je pense qu'il faut juste accepter de perdre du temps. Et j'en ai perdu, moi, énormément. Aujourd'hui, j'en ai 38, j'ai 38 ans. J'ai commencé vraiment à faire ma vraie plus-value, c'est le networking, vraiment dans mon carnet d'adresses. Et je le fais depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai perdu des années, mais je ne le prends pas comme une perte de temps. Mais non, je ne pense que ce n'est pas le bon terme. Il faut accepter d'être patient, non? Exactement. Mais tu as été patient, tu vois. Pour moi, oui, mais pour les gens, c'est ce que je leur dis. Patient, mais ne pensez pas que vous perdiez du temps. Mais il faut dans sa tête, il faut accepter de dire, OK, je perds du temps. Mais c'est c'est juste un déclic, tu vois. C'est vraiment ce truc-là qu'il faut vous mettre en tête. Mais moi, j'ai vraiment accepté ça parce que je me suis toujours dit, une seule personne peut changer ta vie. Ou peut te mettre un petit coup de boost sur un truc ou un machin. Et il suffit que d'une personne dans sa vie, en réalité. Il suffit que d'une personne qui va un peu te débloquer une situation. Donc moi, j'ai vraiment accepté d'être patient ou perdre du temps, mais c'est vraiment ce qui a payé à la fin. Et c'est ce qui a permis ce que j'ai fait aujourd'hui. Et de pouvoir m'associer et m'entourer de gens que jamais, que ce soit des gens comme les sœurs Williams ou Jamie Foxx, ils ne sont associés à quasiment personne. Et je suis comme ça avec eux. Mais ça a été un travail de fond. Ça a été un travail de... Même si c'est des gens que je connais depuis 20 ans, c'est des gens peut-être avec lesquels je me suis associé au bout de 10 ans, 15 ans. Donc, patience, créer des relations et pas à vouloir tout de suite. Enfin, voilà, tu vois. Et c'est pour ça que même des fois, quand on me dit « Ouais, tu peux me présenter telle ou telle personne ?» Tu sais, des fois, on te dit « Ouais, présente-moi telle ou telle personne. » Comme si c'était rien. Et ce que je dis aux gens, je fais pour toi, effectivement, pour moi, c'est un WhatsApp. Mais pour moi, c'est une vie de travail. Pour toi, c'est qu'un WhatsApp. Pour moi, c'est une vie de travail. Donc, patience et perdre du temps, selon moi. Tu parles justement du temps, de la patience, de tout ça, et également des modes. Et une des modes, c'est l'entrepreneuriat en ce moment. Ouais. Beaucoup de gens veulent se lancer, beaucoup de gens se lancent. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est une bonne chose pour beaucoup d'aspects, mais parfois pour les mauvaises raisons. Notamment, tu parlais de vouloir avoir des résultats rapides. Tu as évoqué 1 million en 4 jours. Alors, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Enfin, peu importe. Mais la réalité, c'est que beaucoup le font pour les mauvaises raisons. Je pense qu'on a un peu tous un point commun, c'est qu'on entreprend aussi pour la liberté. C'est un de tes mantras. C'est notamment le titre même de ton livre. À quel moment, justement, tu prends conscience que la liberté a tant d'importance, et finalement, c'est quoi la liberté? Moi, j'en ai pris conscience très rapidement, puisque quand je suis rentré dans le monde du travail en 96, avec mon stage d'ingénieur, je suis allé dans une grande entreprise, et là, je me suis aperçu que je ne pourrais pas exister, parce que j'étais dans un carcan, un petit rouage, dans une énorme machine dont on ne comprenait pas la finalité. Et donc, ça a été un choc culturel, un rejet total. Et donc, je me suis dit, non, je ne peux pas. Il faut que je dois faire ce que j'aime, ce que j'ai envie. Et donc, c'est ça ce qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, à une époque où personne ne faisait ça, où ce n'était pas du tout une mode pour le coup. Et donc, cet ADN de la liberté était quelque part, je pense, inscrit en moi. Et ouais, j'ai vraiment entrepris pour être libre, pour faire ce que je veux. Et c'est ça, avant tout, de toute façon, qui m'a poussé, l'envie de construire, de faire, d'être heureux, plus que l'envie d'avoir des résultats. Bien sûr que je voulais faire le truc le plus gros possible, mais par contre, je ne le voulais pas tout de suite. Bien sûr qu'on a envie que ça arrive, mais ouais, la patience, c'est vraiment, en fait, je pense que c'est ce qui manque le plus aux entrepreneurs d'aujourd'hui, des nouvelles générations. Ils sont un peu élevés au TikTok, soup. Oui, et ils disent, allez, tout de suite, maintenant. Et donc, c'est bien d'entreprendre, effectivement, parce que c'est une vie de liberté, mais aussi de sacrifice. Et entreprendre, en fait, est ouvert à tout le monde.
Par contre, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et si quelqu'un veut entreprendre pour avoir des résultats rapides, toucher 1 million, machin, ça marchera jamais. C'est pas possible. Et c'est vraiment pas encouragé. Et donc, il faut essayer de très mesurer, je pense, quand on transmet un petit peu ces valeurs d'entreprendre, de parler de, oui, effectivement, c'est une vie incroyable, c'est la dernière aventure humaine, c'est génial. Mais bon, il faut aussi avoir l'esprit aventurier. Et si on y va juste parce qu'on se dit, tiens, je vais gagner de l'argent, ça ne tiendra pas 5 minutes, quoi. Ce qui est faux, et moi, ce que je dis à chaque fois, toutes les conférences que je fais, je mets un froid dans la salle. Entrepreneur, et je les mets même quand j'étais dans ta conférence, dans ton séminaire, c'est qu'entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde. Clairement. En fait, c'est juste la mode d'aujourd'hui. Tout le monde veut être entrepreneur. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Pour moi, entrepreneur, c'est vraiment, jusqu'à une happy ending, c'est gérer des problèmes. Toute ta vie, enfin, tout le cursus de ta boîte, c'est de résoudre des problèmes. Tous les jours. Il n'y a pas un matin où tu te réveilles, où tu as une bonne nouvelle. Et même si tu as une bonne nouvelle, même regarde, quand tu prends Ledger, c'est un bon exemple, 2017, 2018, 2019. Et après, tu dois pivoter ta boîte et trouver les bonnes solutions. Et c'est juste gérer des problèmes, jusqu'à temps d'avoir effectivement un succès ou non. Parce que parfois, tu travailles 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans une boîte et ça ne fonctionne pas. Et ça, faut le comprendre. Et là, aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations sont décorées de la réalité. Et ils ont vraiment ce synonyme de entrepreneur égale riche, égale jet privé, bateau, et c'est faux. Ouais. C'est faux. Peut-être les gens qui font des formations, peut-être les gens qui font du dropshipping, ou les vendeurs de rêves, je ne sais pas. Mais pour moi, je sais qu'entrepreneur, c'est gérer des problèmes. Tous les jours, je gère des problèmes. C'est mon métier. Et crois-moi que c'est pas sympa. Donc c'est cool. À la fin, tu vois, mais c'est pas fait pour tout le monde. Complètement, ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Tu parles notamment des réseaux sociaux où on voit uniquement la face visible de l'iceberg où ça brille. Oui. Et au même titre qu'on met souvent 10 ans ou plus pour réussir du jour au lendemain, aujourd'hui on te connaît beaucoup sous Ledger, sous la marque Ledger, parce qu'on communique beaucoup, c'est une marque forte, etc. Je sais, et même j'y étais, on était tous les deux dans une conférence, un séminaire, où on était même tous les trois dans ce même séminaire en tant que speaker invité. Et tu as parlé de tout ton parcours avant, oui. Toutes les boîtes que tu as fait avant, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, de tous les projets avant, aux prémices de l'entrepreneur que tu es? Oui, bien sûr. Rapidement, Ledger, c'est ma 10e entreprise. Donc, c'est assez dingue, justement. C'est pas mon premier essai. Et j'ai commencé en 96. J'ai fait une boîte qui faisait de l'Internet. C'est le tout début. Donc, on faisait des sites web, mais c'était très technique. Il fallait acheter les serveurs, compiler vraiment les logiciels. Donc là, c'était vraiment un boulot d'ingénieur. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, un peu par hasard, on s'est allé plutôt vers donc un produit. Donc c'était du divertissement, des sites pour adultes. Avec surtout en fait le vrai métier, c'est pas tellement le contenu, ça c'est le prétexte parce que c'est un produit qui marchait bien. Mais le vrai métier, en fait, on était un peu une fintech avant l'heure. On faisait du processing, de l'affiliation, du paiement, parce qu'on avait développé tout ça, soit paiement de carte de crédit, paiement par les lignes. Télétel, à l'époque, ça existait. Donc, cette boîte a vraiment fonctionné. Elle est montée à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On l'a bootstrappée. Et donc, je l'avais revendue 27 millions d'euros en 2007. Mais avant, j'étais parti créer une boîte en Roumanie qui était un peu une sorte de filiale pour plateforme offshore, pour gérer des développeurs, des graphistes, etc., pour pouvoir internationaliser cette première boîte. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Après, j'ai fait aussi de l'immobilier là-bas. Bref. Après, je suis allé en Lettonie. J'ai développé un hôtel qui s'appelle Dodo Hotel. Et ça a été une aventure épique, compliquée. C'est toujours là, mais vraiment des hauts, des bas. On a traversé des crises géopolitiques avec la Russie. Enfin bref, c'était que des problèmes. Mais c'est toujours là. Donc voilà, au bout de 15 ans, à peut-être commencer à gagner de l'argent. Donc voilà, c'est long. C'est très long. La patience, c'est important, elle est là. Ouais. C'est tellement important. C'est tellement long, quoi. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai créé Prixing, c'est un comparateur de prix. J'ai levé des fonds, je l'ai développé, mais je me suis dit que cette boîte, je n'en ferais pas une boîte à 1 milliard. Donc je me suis dit, un coup d'opportunité, soit je m'échine à monter la boîte, à péniblement quelques millions d'euros de revenus, soit j'arrête et je fais autre chose. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc j'ai revendu les actifs de la boîte, et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré le Bitcoin. J'ai fait la maison du Bitcoin, qui est devenue CoinHouse. J'ai fait Ledger. Donc voilà, puis à un moment, j'ai fait une boîte qui faisait des tables de poker, de l'ébénisterie. J'ai fait d'autres petits trucs qui n'ont pas marché un peu là-dedans. Mais voilà, c'était beaucoup un parcours assez
chaotique. J'ai changé de pays, changé de crèmerie, fait des trucs, fait de l'immobilier, de l'hôtellerie, de la tech, moins de tech. Parce qu'en fait, à chaque fois, je voyais des opportunités, des trucs qui m'intéressaient, j'y allais. Et puis, c'était surtout l'opportunité d'apprendre et de faire des choses. Et surtout, parce que ça me faisait marrer, parce que j'avais envie, quoi. Comment tu fais pour arbitrer les opportunités qui te font face, pour faire les bons choix, ou en tout cas limiter les décisions qui pourraient... Déjà, être mauvaises. je suis assez binaire. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je fais que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais dans mes boîtes, il n'y avait rien d'autre qui existait. J'étais vraiment en effet tunnel, donc dans le cadre de mon entreprise, mais je ne regardais pas du tout les opportunités aux alentours, parce que je n'avais pas la bande passante. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire deux trucs en même temps. Il y a souvent des entrepreneurs qui sentent « Ah, j'ai 2-3 projets ». Je dis « Non, déjà, tu n'en gardes qu'un seul et après, on verra ». Moi, je ne sais pas arbitrer, gérer. Donc, et c'est seulement quand soit... En fait, je me rends compte... Des fois, il y a des opportunités qui tombent dessus, donc tu es obligé de les voir parce qu'on te les met devant, là. Et là, je me dis, waouh! Et donc, coup d'opportunité, c'est ça. Et donc, par contre, là, à ce moment-là, si je choisis de changer, je n'hésite pas une seule seconde, je mets le truc avant à la poubelle. Ma première balle, je l'ai mise à la poubelle. Je dis, là, il y a un truc, c'est vachement mieux, poubelle. Donc, il n'y a rien à faire, pas d'émotionnel. Et donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Et du reste, je suis tellement dans mon effet tunnel que quand je faisais Prixing, la première personne, en fait, qui m'a parlé du Bitcoin, je pense que c'était en 2011 ou 2002, c'était ma femme. On a parlé, et je lui ai dit, écoute, parle de ce que tu connais pas, tu connais genre la réflexe. J'étais pas du tout dans un mindset, et donc j'ai bâché le truc en mode, non mais laisse tomber, c'est une arnaque, ça sert à rien. Et c'est seulement quand j'ai arrêté que Prixing, et que là je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais, que je me suis rappelé de ce truc et que j'ai commencé à regarder. Donc, en fait, quand tu es dans ton effet tunnel, tu peux rater les opportunités, mais d'un autre côté, comme tu es focus sur ton truc, tu as plus de chances d'y arriver. Tu peux pas non plus être en mode je fais mon machin mais je regarde et puis hop un papillon et je le poursuis, je vais le pourchasser. Donc moi quand tu fais quelque chose, faut être complètement obsédé en fait par ce que tu fais et donc ça laisse de la place à rien d'autre et donc pas d'opportunité. Tu peux en rater mais c'est le prix à payer pour peut-être réussir ce que tu fais. Soit tu es 100% in, soit tu es 100% off. Ouais, c'est ça. Moi je peux pas avoir le cul entre deux chaises ou alors pas longtemps. Parce que sinon, moi, je deviens fou et je ne sais plus où j'habite. Un autre sujet également, c'est qu'en 2019, tu l'as rapidement évoqué, donc tu quittes Ledger. C'est un moment assez difficile pour toi. Qu'est-ce qui se passe et comment tu prends cette décision finalement? Parce que c'est la boîte que tu as lancée, que tu as amenée. Et effectivement, il y a une décision difficile à un moment donné à prendre. Et finalement, pour... éviter de rentrer dans des complexités, etc., et faire en sorte que les choses aillent vite. Et j'ai l'impression que c'est un point qui est important pour toi, c'est que les choses aillent vite et soient fluides. Oui, tout à fait. En fait, très rapidement, donc on est en 2019, la boîte va mal, elle perd de l'argent, on a des difficultés, on a cassé un moule qui va retarder la lancée du nouveau produit. Donc on doit restructurer, on doit licencier des gens, enfin on n'a pas le choix, ça va vraiment pas. Et à ce moment-là, on avait un peu une direction bicéphale, hein, moi qui étais le CEO et Pascal Gauthier qui était le directeur général. Et le board dit, bon, ok, mais on commence par le haut, vous devez choisir entre vous deux. On ne peut pas avoir une direction bicéphale, c'est pas possible, il faut une voie, un truc, parce qu'effectivement, ça a été bien pour la croissance, mais là, il fallait commencer par le haut. Et donc, il fallait on en choisisse un des deux. Et puis, forcément, Pascal voulait le poste, moi aussi. Et moi, je me dis, non, mais jamais de la vie, je vais partir. C'est impossible. Je peux pas, c'est ma boîte, c'est mon truc. Donc, je suis vraiment dans un mindset conquérant. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec Pascal. Le board nomme un comité qui va décider. Ouais. Et en fait, je me rends compte très vite que le board a déjà choisi, parce qu'en fait, tout ça s'est préparé depuis très longtemps. Et que Pascal a joué en coulisses de manière très fine pour préparer ça. Et moi, pas du tout, parce que je complètement naïf, je suis dans mon truc. Et en fait, je me rends compte assez vite que, en gros, le board a perdu confiance et que ce serait mieux si je partais, quoi. Donc... Et tout ça, on doit prendre une décision très rapidement parce qu'on doit restructurer la boîte. Tout le monde dans la boîte est en PLS en disant qui va se faire virer. Donc, on ne peut pas juste faire durer ça pendant des semaines, des mois. Et donc, je me retrouve face à une décision. Soit je retourne la table, c'est-à-dire, je dissous le board parce qu'il y a un actionnariat quand même. Hein, donc, on peut faire une AG extraordinaire. On avait la majorité, je pense, je pouvais convaincre en fait les blocs d'actionnaires. Soit je tombais sur mon épée. Et là, je me suis dit, OK, Eric, tu as quelques heures là, pour prendre une décision. Et en fait, je suis passé de « non mais over my dead body, jamais je partirai » à
allô Pascal, c'est toi le CEO de la boîte. Parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux de ma vie, quoi ? Est-ce que j'ai envie de repartir pour des années comme un malade à travailler vraiment beaucoup de travail ? Il y a quelqu'un qui veut le job, il a l'air compétent, il fait tout pour l'avoir. En fait, il joue sa réputation là-dessus. Et en fait, j'ai fait un exercice de projection et je me suis dit, s'il n'y avait plus Ledger, c'est plus rien. Et je me suis dit, putain, ah ouais, quand même. En fait, c'est une opportunité. Il y a une porte qui s'est ouverte. Jamais j'aurais pensé que cette porte, elle existait. Je vais la prendre. Je vais pas aller... en fait, je pense que j'étais au bout du rouleau physiquement. Donc, je prends la porte, je sors et je suis parti. J'ai pris mon carton, j'ai mis mes affaires, je suis parti, je suis plus jamais revenu. Et quelques semaines après, je me suis retrouvé à l'hôpital, opéré du cœur, parce que... Il y a tout qui est tombé, voilà. Et je pense que j'ai bien fait, parce que sinon, j'aurais tiré sur la corde trop. Donc, j'ai renoncé, bien sûr. Il n'y a rien de plus beau que de diriger une licorne, de la monter, parce que... Et après, le marché est remonté, puis voilà, tu vois, le marché remonte, tu n'as plus qu'à rider le marché, ouais, c'est quoi. quand même ta boîte. Tu vois. Donc, bon... donc tu passes à côté de ça, mais d'un autre côté, je suis allé vivre à la campagne, j'ai changé de vie complètement, et puis on ne pourra jamais me retirer que je suis le cofondateur de Ledger. Enfin, et ça reste ta boîte. Et ça reste, oui, ça reste ma boîte d'une certaine façon. Je suis le premier actionnaire, donc j'en récupère les fruits. Mais je ne suis plus le CEO de la boîte à gérer le truc. Mais bon, j'en regrette absolument rien. Mais sur le coup, ça a été une décision difficile parce que avoir prendre très rapidement et émotionnellement, voilà, ça c'est un peu une déchirure parce que quoi qu'on en dise, même si je dis ouais. On s'en fout, il n'y a pas d'émotionnel, etc. Bon, là, ça a quand même été dur, mais justement, j'ai pu mettre l'émotionnel de côté pour prendre une décision de manière, on va dire, pragmatique. Et après, j'ai géré cette partie-là avec moi-même. Et je suis passé à autre chose, et puis très bien, et Ledger va bien, et tout va bien. C'est vrai que moi tu vois, j'adore... C'est vrai que j'avais ce truc-là où je voulais vraiment être conquérant, que ce soit ma boîte, mes trucs, mes machins, que mon nom... CEO, tout ce que tu veux. Et là, depuis quelques années, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule. Et aujourd'hui, moi, j'aime, tu vois, genre, setup des boîtes. C'est ma spécialité. J'adore ça. J'adore, tu vois, prendre des personnes dans une pièce, lever des fonds, mettre un CEO en place, garder un vrai actionnariat, mais plus être, tu vois, et je m'en fiche qu'on dit que ce soit pas ma boîte. Enfin, que ce soit ma boîte, que je sois pas le CEO. Je préfère être, tu vois, associé, avoir 15-20% de plein de boîtes que j'ai set-up. Je sais que c'est moi qui ai set-up, tu vois. Je sais que c'est moi qui ai levé les fonds, je sais que c'est moi qui ai trouvé le produit, je sais que c'est moi qui ai mis le CEO en place, je sais que c'est moi qui ai récupéré typiquement une master. Enfin, tu vois, sur tout type de boîtes différentes. Et je préfère être actionnaire. Même si j'ai pas le titre, si tu veux, je peux être cofondeur, je peux être advisor, je peux être ce que tu veux. Même si j'ai pas le titre, tu vois, de DG ou de CEO ou de... Aujourd'hui, je cherche même plus ça. Mais c'est vrai que c'est dur, hein. Il y en a beaucoup, c'est leur boîte. Ils sont CEO, c'est leur truc. C'est pas évident. Et moi, maintenant, c'est vrai que j'ai totalement délaissé ce truc-là. Surtout au début, et je pense que ça vient aussi avec la maturité, le recul et l'expérience. Et je rebondis sur cette prise de décision parce que cette lucidité avec laquelle tu analyses rapidement la situation, tu fais cet exercice de projection, tu te visualises la situation, etc. Et puis, tu l'as dit, tu coupes tout lien avec l'émotionnel. C'est pas anodin, c'est très rare. Et il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui, malheureusement, vont même aller jusqu'à prendre des décisions mauvaises, voire tuer leur boîte lorsqu'on a un conflit d'associés ou lorsqu'on a une phase de difficulté, etc. Et c'est vraiment beaucoup plus souvent le cas où on laisse place à l'émotionnel, quitte à tout perdre ou prendre les mauvaises décisions, plutôt que d'avoir la lucidité c'est dur. En fait, tout ça, c'est des questions d'ego, comme tu dis. Ouais. Et un entrepreneur se doit d'avoir un ego énorme. Enfin, moi, je pense avoir un ego énorme parce que je me dis, je veux réussir, sinon, on fait rien. Enfin, donc, on a cette espèce de volonté de construire, et c'est un peu en mode moi, quand même. Hein, je vais construire, je vais montrer que je suis capable de. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon moteur. Donc, oui, il faut mettre de côté cet ego. Et à un moment, parce qu'il faut aussi savoir écouter. C'est-à-dire, c'est toujours cette question d'équilibre entre un ego très fort et en même temps une écoute et une forme d'humilité qui permet cette écoute pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc là, je pense que ça a été le cas. J'ai
j'ai accepté, oui, de mettre mon ego de côté et de dire, bon, bah, ok, tu seras plus le CEO de la boîte, accepte-le. Et donc, pour moi, ça a été un coût important, c'est une concession, et que je ne regrette pas. Mais effectivement, sinon, renverser la table, ça aurait été l'équivalent de faire un caca nerveux, quoi. Parce qu'au final, c'est pas comme si on voulait me prendre mes parts, me virer, me foutre dehors à coups de pied dans le cul. Enfin, c'était pas non plus une situation adverse, horrible, injuste. C'était difficile pour moi, mais il me semblait que d'un point de vue pragmatique, c'était du 109. Voilà, tu dis ok, bah finalement. Ça va, quoi. C'est pas horrible, et donc tu peux juste l'accepter. Et pour l'accepter, bah, tombe sur ton épée et puis tu feras autre chose. Et puis la vie est bien faite. Après, je suis rentré dans Qui veut être mon associé. Donc mon ego a été dans le bon sens. Donc il y a toujours une plus belle porte. Voilà, il y a toujours quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre et qui t'emmène vers autre chose. Et donc ça va finalement. Dans les crises, il y a des opportunités et la vie n'est faite que d'opportunités. Il faut juste réussir à les voir et donc toujours essayer de regarder les choses de la meilleure façon possible, voir le verre à moitié plein et pas que le verre à moitié vide. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. C'est exactement ça. Non, mais c'est vraiment ça. Complètement. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais non, mais c'est franchement rien à dire. Tu évoques Qui veut être mon associé. Oui. C'est en 2020. À ce moment-là, à cette époque, c'est quoi? C'est la deuxième Première saison, elle est diffusée juste avant le confinement. Juste avant le confinement. Heureusement. C'était donc janvier, février, puis 15 jours après confinement. Donc voilà, ça a été diffusé juste avant. Depuis, tu y es toujours, tu y es resté. 5e saison, là, qui va être diffusée en janvier 2025. Voilà, donc plus ou moins au moment de la sortie de cet épisode, donc c'est parfait. Mais au-delà de ça, tu es aujourd'hui devenu une figure emblématique de l'émission parce que tu as fait toutes ces saisons. Les 5 saisons, oui, tout à fait. Oui. C'est assez rare. Pourtant, tu l'évoques au début, tu es comme un remplaçant dans l'émission. Je suis rentré par la petite porte, c'est-à-dire que le casting a commencé en 2018. Et ils cherchaient des entrepreneurs qui étaient fortunés, qui étaient connus, qui faisaient de l'investissement. Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vraiment une succession de hasards qui m'ont mis devant les producteurs. Et quand je les ai vus, que j'ai compris qu'ils faisaient cette émission, en fait, j'ai vraiment mis le pied dans la porte et je leur ai dit, écoutez, je vais être dans le casting. Moi, ça m'intéresse. Et donc, je les ai vraiment pitchés. Je les ai forcés à prendre mon nom noté dans leur cahier. Et donc, je pense que ça leur a plu, parce qu'à l'époque, tout le monde ne voulait pas faire l'émission non plus, parce qu'on disait, oula, c'est peut-être dangereux, je vais peut-être sortir les pieds devant, mon image. Enfin, c'était quand même, il y avait une vraie interrogation sur ce qu'allait pouvoir donner l'émission. Et donc, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, Eric, ok, on aime bien ton profil, mais par contre, personne ne te connaît, puis Ledger, la crypto, laisse tomber pour expliquer ça à Madame Michu. Donc, tu vas rentrer en tant que remplaçant. Et donc, j'ai fait les essais. Il y avait un investisseur qu'on n'a jamais vu, qui a été sorti de l'émission, qui était vraiment pas bien. Il n'y arrivait pas, blablabla. Et à un moment, arrivait ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'on m'a appelé, on m'a dit, vas-y, Eric, envoyez Eric pour voir. Et moi, j'aime bien dire que la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. L'opportunité, je l'ai vue, je l'ai saisie. Et la préparation, c'est quoi? C'est avant de m'asseoir dans le fauteuil, j'avais regardé 200 épisodes de Shark Tank pour comprendre en fait ce qu'attend la production. Donc, c'est un produit mass market. Donc. Voilà, donc des phrases courtes, mettre de l'enjeu, pas commencer par la conclusion. Enfin voilà, quand même de la télé. Et j'ai donné tout, j'ai tout donné. Et après, ils sont revenus me voir, ils m'ont dit, mais Eric, t'as déjà fait de la télé. Et donc, ça leur a plu. Donc, ils ont fait partir l'investisseur qui n'était pas très bon. Ils m'ont redonné quelques jours de tournage. Et c'est comme ça que je suis rentré en fait, dans l'émission et que je suis rentré vraiment au casting de la saison 2, puisque en saison 1, voilà, ce que j'avais apporté au programme avait plu. Tu dis justement que tu les as presque forcés à écrire ton nom sur leur carnet. Oui, un peu. Ouais. C'est-à-dire que j'ai saisi l'opportunité comme un gros bourrin. C'est-à-dire que je n'ai pas tortillé en disant je pense que j'aimerais bien être dans l'émission. Non, j'ai dit je veux être dans l'émission. Et qu'est-ce qui fait que tu voulais absolument être dans l'émission? Je sais pas quelle mouche m'a piqué. C'est-à-dire que j'étais vraiment à milieu de vouloir faire de la télé. Enfin, c'était pas du tout un univers auquel je pensais. Et quand je suis tombé sur Amblin et Jérémy, qui sont donc les producteurs, j'ai compris qu'ils adaptaient Shark Tank en France. En 1 millième de seconde, il y a un switch qui s'est mis dans un déclic. Et j'ai dit, je veux en être. Parce que la perspective de pouvoir, faire de la télé, je sais pas, je me suis dit, ça va être génial. J'ai jamais fait, ça va être génial. C'est un défi, bien sûr. Voilà. Et 2, parler de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, j'ai envie de parler de l'entrepreneuriat. Je suis sûr que ça a apporté beaucoup, en fait, aux gens qui regardent, de l'éducation, etc.
Et ça m'a complètement en fait motivé. Et j'ai pris ça comme le défi. Je me suis dit, ok, je veux faire ça. Ça m'arrive très rarement, ce genre de marotte de trucs. Mais là, ouais, il y a un switch qui s'est allumé. Et en fait, ce truc, j'en ai parlé à personne. Parce que ça a mis du temps, ça a mis 1 an et demi avant qu'ils me reviennent vers moi. Et j'en ai parlé à personne, même pas à ma femme, rien. Parce que je me suis dit, si je ne suis pas pris, je vais être tellement déçu que je préfère en parler à personne. Vraiment. Et donc, quand ils m'ont pris, c'est là où j'ai annoncé à ma femme. Elle était très surprise. Je dis, voilà, je vais rentrer dans une émission de télé. Elle dit, parce que des fois, voilà, il y a des trucs. Mais je suis assez content parce que je me suis dit, voilà, j'ai mis en fait toute mon énergie là-dessus. J'ai réussi à le faire et ça a fonctionné. Mais c'est 1, parce que j'ai saisi l'opportunité, et 2, parce que je l'ai bossé. Tu vois, j'ai pas juste attendu comme ça que ça se passe. Et aussi 3, quand ils m'ont dit, Eric, on aime bien ton profil, mais tu vas rentrer en tant que remplaçant. J'ai pas dit, attendez, vous savez pas qui je suis. Voilà. Tu as encore mis ton ego de côté. Ouais. Voilà, là tu mets l'ego de côté, parce qu'il y a des moments où il faut avoir l'ego à mort quand j'ai dit je vais être dans l'émission, etc. Puis des moments, non, faut un peu s'écraser et dire ok, je me mets au service de l'émission. Je vais pas vous emmerder. Après, quand c'est ton tour, c'est ton tour. Hein. Voilà. Quand c'est ton moment, c'est ton moment. Hein. Donc, il faut savoir, toujours une question d'équilibre. Tu vois, il y a des moments où il faut être bourrin, des moments où il faut au contraire être très, très humble et savoir en fait se mettre au service d'eux. Donc, c'est ça, l'entrepreneur, je pense, c'est une question d'équilibre en tout. Ouais, c'est une parfaite balance. D'autant plus que dans cette émission, vous investissez votre vrai argent. Quoi. Ah oui, donc, ça, je confirme, oui. Comment tu arbitres, comment tu prends tes décisions et comment tu fais pour trouver le juste équilibre entre le divertissement, mais en même temps, tu dois quand même être actif. Oui, non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que, alors, donc il faut savoir que on investit notre argent, que rien n'est scripté, qu'on ne connaît rien des entreprises qui vont venir. Donc on prend vraiment la décision comme ça. L'enregistrement, ça dure entre 45 minutes et 1h20, donc c'est quand même assez court. Mais on pose quand même beaucoup plus de questions que ce que l'on voit à la télé. Et à la fin, on doit se positionner. Et donc, tu n'investis pas de la même façon quand tu es tout seul dans un bureau à voir quelqu'un que quand tu as 2 millions de personnes qui te regardent. Tu vois ? Donc forcément, on accepte que c'est de la télévision, que c'est du divertissement, qu'il y a des histoires humaines et que parfois tu dis ok, faut y aller. Tu vois, même si d'un point de vue purement business, tu dis oula. Donc exemple, Frédéric Douin en saison 2, c'est un gars, il a 1 million de livres, il veut sauver en fait un stock de livres, il est passionné. Alors moi je me dis mais laisse tomber quoi. Et il est hyper touchant, enfin tu vois, il se passe un truc sur le plateau, et puis vraiment, en fait, c'est le truc de sa vie, en fait, d'aider les bouquins, le patrimoine. Et à la fin, je lui dis, ok, je vais t'aider à le faire, etc. Et donc, c'était 150 000 balles, enfin, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Et il voulait contre 20% de sa boîte, j'ai dit, par contre, je veux la moitié. C'est-à-dire que, ok, des fois, on fait des trucs, mais qui sont un peu basés sur l'émotionnel, faut le dire. Mais en même temps, il y a un coup faut aussi montrer que la personne en face doit lâcher quelque chose. Là, c'est la moitié de sa boîte, donc c'était un peu hardcore. À la fin, on a fait 45%. Et en fait, depuis, moi, je vis une aventure super avec Frédéric. Il fait ses trucs, il a fait son entrepôt. Bon, le pauvre, il a atteint d'un cancer au cerveau, donc c'est très difficile pour lui, mais il se bat avec la boîte. Donc, là, on est plus quelque part dans du give back que dans de l'investissement. Je me dis, bon alors, là, c'est quoi les EBITDA et tout, tu vois, non, ça marche pas. Donc tu sais que quand tu vas dans cette émission, il va y avoir des deals comme ça. Il y a aussi des vrais deals avec des trucs, enfin des vrais deals entre guillemets, où tu dis, bah là, attends, je veux du revenu, et puis il y a des trucs qui fonctionnent. Mais bien sûr que tu adaptes et que tu y vas pas seulement pour gagner de l'argent, dire, ok, rentabilité maximum, tu es obligé d'avoir d'autres leviers, parce que sinon, ça n'a pas de sens, tu vois. Moi, le seul point, tu vois, que j'avais, je me permets de te le partager. Tu vois, mais ce que je comprends, qui est une émission qui est mass market. Shark Tank, c'est un peu plus pointilleux, je trouve. Mais je trouve le deal flow, par exemple, il est loin de ce qu'on peut faire dans la tech et dans la fintech, je trouve, non ? C'est-à-dire que comment tu arrives comment tu manages ça ? Parce que est-ce que ce sont potentiellement, Or qui va être mon associé, je ne suis pas sûr que tu aurais investi. C'est vrai. Non, mais complètement. C'est pour ça qu'il y a un environnement bien particulier, que le deal flow, c'est avant tout du casting et pas de l'analyse VC. Il y a quelques deals qui pourraient très bien... Oui. Tu vois, il y a quelques boîtes, mais qui restent une minorité, parce qu'il faut qu'il y ait une diversité de genre, une diversité d'âge. Et puis c'est M6, ça reste un et donc, c'est du mass market, c'est du grand public. Et il faut aussi que les produits qui soient présentés
résonne avec le téléspectateur. Tu vois, il peut y avoir parfois des trucs de fintech, mais c'est des trucs SaaS, B2B, incompréhensibles pour les gens vont zapper. C'est ça, je suis d'accord. Donc le deal flow, bien évidemment, est d'une qualité générale inférieure à un deal flow de fond. Et en plus, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent, mais qui ont des histoires. Donc c'est différent. Donc il est évident que c'est une sorte de tremplin pour ce type d'entrepreneur et qui, dans un environnement normal, ne pourrait jamais lever de fonds. Quand tu as des agriculteurs qui viennent parce qu'en en fait, ils veulent valoriser leur stock de paille, ils font des pailles. Tu vois, bon, ils demandent 30 000 balles pour avoir une machine. Dans la vraie vie, jamais. Voilà. Mais là, en fait, tu as un truc, c'est cool. Et donc, bon, c'est de la télévision. Je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que vous avez un droit de rétractation ? Alors, et c'est là où c'est important, c'est que, évidemment, qu'il y a un droit de rétractation dans les deux sens, du reste, et que, évidemment, qu'une fois qu'on a donné un accord en plateau, qui est un accord verbal qui n'a pas de valeur, Bien sûr. on part sur des due diligence. C'est-à-dire qu'on part ensuite dans un process normal d'audit de boîte. D'audit de boîte qui peut prendre 2-3 mois. Donc ça peut aller très vite quand c'est une boîte, tu vois, où il n'y a pas grand-chose. Et par contre, des boîtes plus compliquées. Et plus les saisons avancent, plus le deal flow s'améliore. Tu verras en saison 5, le deal flow, il se rapproche quand même beaucoup plus d'un deal flow classique, avec, bon, évidemment... Mais après, tu as aussi les nouvelles générations qui amènent aussi du 109. Oui, c'est ça. Et puis les entrepreneurs aussi se disent, OK, Oui. l'émission, elle est bankable. Et donc, il y a une exposition aussi. Il y a plein d'éléments qui font que des boîtes de plus en plus grosses et solides viennent chez Qui veut être mon associé, alors qu'avant, ils disaient, oula, je ne vais pas prendre de risques, mais maintenant, ils ont compris que aussi c'est une belle exposition. Et donc, il y a à peu près 70% des deals qui se font, voilà, 30% qui se font pas. J'allais te demander c'était quoi le... Et dans les deals qui ne se font pas, 70%, c'est parce que c'est l'entrepreneur qui ne souhaite plus avancer. Parce que souvent, il vient... Ils disent, c'est bon, j'ai eu mon exposition médiatique. C'est ça, bien sûr. Je vais le faire par moi-même. Voilà, et la boîte, parce qu'en fait, il y a des boîtes, et j'ai crash de l'EBITDA, enfin, c'est pas que des boîtes, voilà, je vais faire mon app, machin, mon truc. Non, il y a aussi des vraies boîtes et de plus en plus de boîtes rentables, mais qui, bon, en fait, se disent finalement, je vais pas faire le deal, parce que, et à la fin, bon, c'est pas très grave, parce que l'entrepreneur est roi, s'il décide de pas faire le deal, c'est son choix. Et tous les deals tu les vois à la télé ou il y en a qui sont coupés quand même ? Il y en a qui sont coupés, parce que c'est pas intéressant. Ok. Tu vois, des fois, l'entrepreneur est plat, il se passe rien. Donc, c'est pour ça qu'ils en tournent plus et qu'il y en a certains qui vont pas mettre. Mais par contre, j'ai jamais vu un deal, où il y a eu un deal qui n'a pas été diffusé. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un accident industriel, quoi. Tu vois. Moi, ce que j'adore justement avec l'émission, c'est qu'elle vient éduquer le marché. Il y a beaucoup de sous-titrage en disant... Ah oui, elle vient éduquer énormément le marché. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'à la 5e saison, tu as un deal flow qui est beaucoup plus intéressant. Parce que le niveau d'éducation est différent, parce que l'exposition est là aussi et donc rassure les entrepreneurs qui seraient plus du coup sujets à d'autres types de leviers pour investir. Et puis le niveau de sophistication globale du marché évolue aussi de par le fait que l'entrepreneuriat est plus populaire. Mais ils sont obligés. En plus, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles stats. Aujourd'hui, YouTube, c'est 50% de... Ils viennent de passer le cap de on regarde plus 50% que la télé. Télé, YouTube. Donc il y a un moment, tu es obligé, tu ne peux pas faire du réchauffé comme sur TF1 ou d'autres grandes chaînes où tu as des émissions qui sont là depuis 50 ans. Il y a un moment, je suis désolé, tu dois changer et c'est pour ça que Qui veut être mon associé est aujourd'hui en fait un format phare pour l'émission parce qu'il réunit devant la télé les jeunes. Et le format fonctionne, plaît beaucoup. Et donc c'est pour ça que ça continue. Et il plaît parce que oui, il y a aussi cette notion d'éducation, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est pas juste, c'est pas de la télé-réalité, les Marseillais. Voilà, il y a quand même, c'est de la réalité à la télé, mais avec une dimension d'éducation. Et c'est vrai qu'on part de loin. Rien que quand l'entrepreneur dit, je vous propose de mettre 100 000 € contre 20% de mon entreprise, là, tu as perdu 80% des gens en fait. Ils disent mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, déjà, ils comprennent ce que c'est un capital. Et donc, c'est intéressant. Ça fait progresser aussi les mentalités. Ils voient que des entrepreneurs, il y a un retraité qui essaye de se battre, il y a des jeunes de banlieue, de machin. C'est pas le grand capital avec les patrons qui sont là et qui décident de vie ou de mort sur les ouvriers. Enfin, on casse quand même un peu cette image assez négative, française, de l'entrepreneur, du patron, du riche, pour montrer non, c'est en fait l'économie française, c'est des millions d'entrepreneurs, de PME, de TPE qui se battent en province pour aller chercher en fait des résultats, pour aller chercher des choses, qui se battent pour créer de l'emploi.
Et ça, au moins, c'est super de montrer que c'est ça le tissu économique français et pas le CAC 40 ou la French Tech parisienne de Station F. Il y a vraiment énormément d'entrepreneurs qui ne sont pas représentés et qui font l'économie française. On sent justement dans ton propos, dans ton discours et même avec ce que tu fais dans ton domaine, cette volonté de contribuer et d'apporter à l'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'anime autant dans le fait de contribuer, d'apporter, d'accompagner les entrepreneurs? Tu es aussi présent dans des séminaires. Tu es même intervenu récemment avec nous. On avait près de 15 000 personnes qui étaient inscrites. Qu'est-ce qui t'anime autant dans le fait de contribuer auprès des entrepreneurs? Taylor, tu disais, tu passes ton temps à résoudre des problèmes. Tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de boîte, je suis tranquille, donc j'ai plus de problèmes. Et donc, j'aime bien résoudre les problèmes des autres, en fait, parce que j'aime bien résoudre les problèmes. Et donc, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et j'aime accompagner des entrepreneurs, les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, je fais ça au sein des masterminds. Donc, dans mon domaine, c'est de l'intelligence collective. Il y a 6-8 entrepreneurs qui viennent. Et puis, en 2 jours, on va résoudre leurs problématiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que la typologie de ces entrepreneurs, c'est pas du tout ceux qui lèvent des fonds de la French Tech, parce que en fait, toutes les startups sont hyper accompagnées, les incubateurs, les machins. Non, là, on a des entrepreneurs de province, de villes moyennes ou de grandes villes de province, qui souvent sont seuls, qui n'ont pas autour d'eux d'autres entrepreneurs, qui sont dans la solitude de l'entrepreneur, qui ont besoin d'avoir des gens qui pensent comme eux pour pouvoir un petit peu leur donner un souffle de motivation, de pouvoir prendre du recul, de discuter. Et je me suis rendu compte qu'on n'adressait pas ces millions en fait, de personnes, d'entrepreneurs, de freelance, de gens qui bossent, tu vois, et qu'on retrouve pas dans les échos, qu'on retrouve pas dans le challenge, parce qu'ils lèvent pas de fonds, tu vois. Et pour autant, c'est eux qui ramènent du pognon, qui font de l'EBITDA, qui créent des emplois. Et ça, je trouve que c'est super de s'occuper d'eux, tu vois, de parler d'eux. Ouais. Et j'essaye de plus en plus, en tout cas, d'aller dans cette direction, sans pour autant cracher dans la soupe. Je dis, la French Tech, Station F, c'est super, mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que voilà, c'est pas que ça. Entreprendre, c'est pas que lever des fonds. Mais est-ce que vous savez, c'est quoi les 3 règles d'un entrepreneur, les trois steps d'un entrepreneur d'une vie? C'est learn, earn et return. C'est vraiment ça, c'est tu apprends, tu gagnes ta vie et tu redonnes. C'est Denzel Washington qui disait ça dans une interview. Il y a plein de gens qui le disent, mais c'est vraiment d'un point de vue global, même un chanteur, un acteur, peu importe. Tu vois, il va apprendre, il va jouer dans des films, et après, il va donner des conseils, tu vois. C'est ça un petit peu Mais bien sûr, plus tu gagnes de l'argent, et plus les gens ils te disent, mais pourquoi tu vas à des séminaires? Pourquoi tu aides des gens qui ont 100 fois moins que toi? Et c'est pour moi, tu vois, je pense que c'est vraiment le process d'une vie. Si tu gardes tout pour toi et que tu es dans ton trou... Ouais, complètement. En fait, pour donner du sens à ses journées, à sa vie... Mais tu fais quoi sinon? Bah ouais, c'est ça. Et donc, oui, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux Putain, t'as fondé une licorne, tu vaux 300 millions, qu'est-ce que tu vas foutre des vidéos Moi, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Si t'es si riche que ça, si t'as levé autant d'argent que t'es si riche que ça, pourquoi tu fais des vidéos Tu peux pas expliquer aux gens. En fait, c'est comme ça, en fait. Si t'as pas ce mindset-là de redonner, je comprends pas. Ce que tu as envie de partager, ça fait plaisir. C'est ça. En fait, je suis content quand tu partages des conseils et puis après, il y a des gens qui disent « Ah, c'est super, merci, ça m'a aidé. » Tu vois ? De fou. Donc, évidemment que tu n'as pas forcément changé leur vie et tout, mais c'est un petit truc par petit truc qui fait qu'il y a d'autres personnes qui vont chercher de l'inspiration, de l'énergie, de la motivation. Et donc, je me nourris de ça, en fait. Tu vois, je suis content. Je me dis, je sers à quelque chose. Tu vois, j'ai une raison de vivre quelque part. Mais surtout, selon ton process de vie. Moi, je sais que j'ai plein de gens qui m'ont aidé dans ma vie. Quand j'ai commencé, encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai énormément de gens qui m'ont aidé et je trouve ça normal de return. Ouais, mais c'est ça, personnes. Exactement. Tu vois, contribues et ça fait plaisir. Et en fait, il n'y a rien de plus valorisant que d'utiliser ton expérience de vie, la mettre au profit des autres et de voir que ça aide et que tu génères de la valeur. Moi, ce que j'adore, c'est générer de la valeur. Surtout quand tu as de l'image et de la notoriété. Ouais. Au contraire. Les gens donnent tout de suite aussi du crédit. Oui, quand tu as la légitimité, ça fonctionne beaucoup plus. Et puis, tu as tellement, sur les réseaux sociaux, tu as tellement de contenu, excuse-moi du terme, du contenu de merde, quoi. Enfin, tu vois, du contenu qui n'est pas éducatif, qui va te rendre plus bête que bête. Et parfois, quand tu as des gens, des entrepreneurs ou des gens qui peuvent t'apporter quelque chose en plus, c'est là où il faut aller, quoi. Donc, il en faut de plus en plus, tu vois. Ça y est, les contents où tu n'apprends rien, tu fais que scroller, tu vois des vidéos de chiens, et c'est cool, hein, c'est bien. Mais il y a un moment, il faut... Il faut sortir de ça, parce que sinon ça prend toute ta dopamine et après tu es juste un légume. Hein, donc c'est dangereux quoi même. C'est bien sûr. Ouais, sans modération en tout cas, sans limitation, c'est dangereux. Bien sûr. Complètement.
Je te rejoins également sur le fait que les entrepreneurs qui en général vont venir à des masterminds ou des choses comme ça ne sont pas forcément les entrepreneurs qu'on voit dans les échos, pour reprendre ton propos. Et aussi, j'ai une question pour toi parce que bon nombre de personnes qui nous écoutent sont exactement dans cette typologie d'entrepreneurs que tu décris. Et tu évoquais le fait que tu adores résoudre des problèmes. Quels sont en général, si tu devais en citer 3, le top 3 des problématiques et des problèmes qui te sont partagés par ces entrepreneurs, qui j'imagine en général sont des entrepreneurs, pour que ceux qui nous écoutent puissent se positionner, sont des gens qui génèrent entre 200 000 € et 5 millions par an de chiffre d'affaires. Oui, à peu près. Exactement. Voilà, qui ont entre 0 et 4-5 collaborateurs. Parfois plus, il y a une boîte d'une vingtaine. Enfin, tu as des PME industrielles, tu vois, ils sont 20, 30. Donc, alors, très bonne question. Le premier point, c'est vraiment ce que je disais, c'est la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire que beaucoup sont là, ils disent, quand je parle à mes proches que je veux faire 100 millions, ils comprennent pas. Ils me regardent comme ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais arrête, quoi mais qu'est-ce que tu racontes déjà, tu as une boîte qui fait 5 millions, mais vends-la. Arrête. Tu vois, arrête. C'est vrai. Et donc, en fait, ils ont énormément de mal à se dire, mais est-ce que moi, j'ai un problème, tu vois, pourquoi je suis comme ça? Et donc, ils viennent chercher, on fait une sorte de libération. Et quand ils passent 2 jours entourés de gens qui disent, 100 millions, et l'autre qui veut faire 200, et après il repart, il veut faire 200 millions, tu vois. Et donc, ça les motive à mort. Donc ça, c'est vraiment une libération, et un vrai besoin. Le deuxième gros problème, il est prégnant partout, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il y en a plein, les mecs, ils ont une boîte. Des fois, il y a des boîtes qui ont 10 millions, 20 millions, industrielles, tu vois, avec 3 millions d'EBITDA. Enfin, quand même des belles boîtes. Et les mecs, ils sont là, ils disent, ah, mais moi, moi je suis dans le Nord, ou alors, je suis à Mulhouse. Tu vois, non, mais... Et donc, en fait, ils pensent vraiment être nuls. Tu vois, ils disent, non, mais bon, non, mais je pense pas que je pourrais faire la croissance externe. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait l'école, je sais pas. Et donc, ils ont vraiment des limitations. Ils ont la conscience qu'ils peuvent aller plus loin et faire d'autres choses. Donc là, il faut vraiment les sortir de ce syndrome de l'imposteur. Ou alors, des petites boîtes, classe plus ingénieur, ils disent, j'ai fait ça, et en fait, bon, il faut que je recrute un directeur commercial pour vendre. Parce qu'en fait, non, mais moi, je ne sais pas vendre. Hein. Et donc, il faut les débloquer en leur expliquant que ils peuvent vendre, au contraire, etc. Donc, ça, le syndrome de l'imposteur, il est vraiment énorme. Et puis, il y a plein de sujets, mais un troisième point, c'est qui est un peu une conséquence peut-être des autres, c'est le fait de déléguer, de ne pas arriver à déléguer, de briser les plafonds de verre. J'ai les plafonds de verre, donc je suis consultant, je vends mon temps, je suis au max. Il faut que je délègue, je ne sais pas faire comment réussir à déléguer, comment passer d'un business où je vends mon temps à un business où je fais de l'argent quand je dors. J'ai mon plafond de verre, ça c'est vraiment aussi... et donc on regarde, il y a plein de solutions à adresser. Mais puis après, tu as les problèmes d'actionnaires, problèmes de transmission, de boîte familiale, il faut tuer le père, tu as des trucs. Et très souvent, ça se transforme vite en psychothérapie de groupe, parce que le mental, le mindset, l'état d'esprit, la façon dont les gens se perçoivent les autres, c'est énorme. Donc finalement, c'est pas du tout technique à dire, bon allez, on regarde ton bilan et puis on regarde les marges. Non, c'est vraiment du stress. Il n'y a pas de paperboard, on ne projette rien, il n'y a pas d'Excel. Il y a vraiment beaucoup de cette notion de psychothérapie de groupe. Et la valeur aussi du mastermind, c'est que les autres écoutent les problématiques des autres. Et ça aussi que génère beaucoup de valeur. Le cerveau collectif, c'est incroyable. Et donc, ça fonctionne vraiment bien, cette notion de mastermind. Et je pense que ça se popularise de plus en plus, au même titre que le coaching se popularise de plus en plus accepté. Hein. Tu disais que les gens ils refusent, mais je pense que même maintenant, les fonds d'investissement commencent à se dire, attends, ok, tiens, on t'a filé 5 millions, ok, on va peut-être te mettre un coach. On va peut-être te faire accompagner par quelqu'un. Parce que... En France, aux États-Unis, c'est normal. Ouais, en France t'as l'impression que moi, maintenant, je le dis dans toutes mes vidéos. Hein. Complément alimentaire, accompagnement, truc simple, basique, mais je sais pas pourtant que je sors d'un asile. Hein. C'est juste qu'en fait, c'est leur métier. Comme toi, c'est ton métier, j'ai mon métier, il a le sien. C'est normal de se faire accompagner. Et c'est bien, en fait, ça t'amène un autre horizon, tu vois. Puis on a souvent la tête dans le guidon, nous. Et quelqu'un, tu vois, qui prend de la hauteur, qui a un petit peu le recul sur tout ça, il est là pour te donner des conseils. T'acceptes pas, mais c'est hyper important. Tu évoques justement le fait qu'aux États-Unis, c'est normal. Selon toi, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'en France, c'est pas encore suffisamment populaire ?
Moi, j'adore la France. Je suis un vrai partisan de la France, tu le sais, je le dis à chaque fois. Donc, j'ai rien à critiquer. Il y a des hauts, des bas, etc. Mais je trouve qu'on est très bien lotis en France. C'est juste que ça arrive toujours après, contrairement à effectivement à un pays comme les États-Unis. Donc, mais ça vient de plus en plus. Tu vois, vraiment, le coaching, l'accompagnement, ça vient de plus en plus. Mais je pense que pour que ça vienne de plus en plus, il ne faut pas hésiter à le dire. Tu sais, les gens, ils le gardent beaucoup. Tu sais, comme quand tu vas voir un psy, tu n'oses pas le dire. Alors, il y a psy et psy, hein. Il y a psy pour t'accompagner, t'aider, des coachs de vie, quoi. Et après, tu as un psy quand tu as un vrai problème. Là, on parle vraiment de coach de vie, des gens qui vont t'aider dans ta vie toujours. Moi, je sais que j'en ai besoin. Aujourd'hui, j'en ai besoin parce que, comme le disait Eric, par exemple, dans le mastermind, tu as des gens, dans ton entourage, ils ne te comprennent pas. Mais c'est pas grave. Tu vois, quand tu vas parler avec tes parents, ton entourage, en fait, c'est comme ça. Ils ont un instinct un peu protecteur et ils vont te véhiculer leur peur. Tes parents, ils t'aiment dans une famille normale, c'est eux qui t'aiment le plus au monde. Mais c'est normal, c'est une autre génération. Ils vont te véhiculer leur peur. Ah, tu veux faire ça? Mais non, mais ça va pas. Et après, bon, ils vont être super fiers. Mais au début, ils vont vraiment... Donc, tu as deux types de gens. Tu as les gens qui vont te véhiculer leur peur et tu as les gens qui vont te véhiculer le fait qu'ils n'ont pas envie que tu réussisses. Donc, ils vont dire non, ne fais pas ça parce qu'ils sont jaloux. Donc, je pense que, tu vois, le fait d'avoir des gens qui t'accompagnent, tu vois, vraiment psychologiquement, pour voir un peu plus de clairvoyance, de clarté, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que maintenant, dans mes vidéos, je le dis. Et plus tu le dis, et plus les gens vont commencer à le faire et à trouver ça normal. Donc maintenant, moi, j'hn'hésite pas à le dire. Quand je rencontre des gens qui me disent « mais comment tu fais ?» etc. Moi, j'ai pas une routine... ce que je dis à chaque fois, moi, je ne me réveille pas à 5 h du matin, je n'envoie pas 400 mails, je ne fais pas du yoga le matin. Là, tous ces trucs bullshit là, d'entrepreneurs, moi, ça me fatigue. J'ai vu récemment, tu as fait un Reels à ce propos où tu brises la glace de ton lac tous les matins. La morning routine, exactement. Mais il y en a qui le font. Je te dis pas au contraire, mais tu en as qui le font pas et ils le disent. Je vois des entrepreneurs, tu le sais que c'est pas vrai. Sous format d'une blague. Ah ok, bon bah voilà, super. Donc tu vois, mais faut arrêter ces conneries là, tu vois. Donc pour moi, le fait d'être accompagné, il faut le dire et c'est normal en fait, c'est pas grave. Même, et si tu le fais pas, tant mieux pour toi. Mais si tu le fais, c'est que tu en as besoin. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'être accompagné par des coachs qui vont m'aider, même à faire des exercices de respiration, de gérer mon stress, parce qu'on est quand même dans des métiers qui sont plus ou moins stressants, que tu aies réussi ou que tu aies moins réussi. Donc il faut juste le dire pour que ce soit comme aux États-Unis ou comme dans d'autres pays, normal. C'est pas grave, c'est partie du process. Plus tu as de responsabilité, plus tu as de stress, plus tu as besoin de gens qui t'accompagnent. Si tu es seul, tu pètes un câble. Complètement. Ça te permet de créer finalement aussi un environnement de performance. Le fait de justement aligner tous les intérêts ou tous les éléments qui te permettent d'évoluer pour pouvoir avancer comme il le faut. En parlant de performance, on n'en a pas parlé dans cet échange, mais tu as aussi été joueur de poker professionnel. Oui, je l'ai été pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Quels sont les éléments de cette discipline que tu as pu apprendre et retranscrire sur ta carrière entrepreneuriale ? Alors ça a été très utile, donc j'ai fait ça de 2008 à 2010 et ça a été très utile pour moi en tant qu'entrepreneur, pour ma carrière d'entrepreneur, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à vraiment gérer mon stress, gérer mes émotions, à pouvoir évaluer un petit peu le risque, à lire les signaux faibles, à comprendre en fait tous les signaux faibles que l'on peut voir pour réussir à déterminer en fait une réponse avec tout cela. Et ça apprend aussi à gérer l'échec, parce qu'il y en a beaucoup de l'échec dans le poker, des moments très difficiles, des moments durs, où tu sais que c'est injuste, etc. Et donc tu dois les gérer, et ça a été sûrement le plus dur. Et c'est pour cette raison que j'ai arrêté le poker, c'était trop dur en fait. Donc je pense que je n'étais pas capable de gérer la négativité associée au poker, parce qu'en fait, tu passes ton temps à perdre en réalité, pour le peu de fois où tu gagnes. Et ces éléments-là m'ont vraiment été utiles. Il y a nombreuses fois où... en tant qu'entrepreneur, je me suis retrouvé dans des situations un peu de négociation, de décisions difficiles, et je m'envoyais mentamment à une table de poker. Je me rappelais que pour être prêt à tout gagner, parfois, il faut être prêt à tout perdre. Et donc, pas hésiter en fait à prendre des décisions difficiles. Ouais. Tu parles d'échec, tu parles d'erreur. C'est quoi l'échec ou l'erreur que vous avez fait ou commise dans votre carrière d'entrepreneur, d'investisseur, qui vous a appris le plus ? Je sais pas, parce que je pense que c'est fait. J'ai pas une histoire à la Marc Simoncini où je suis en haut puis je m'écrase en bas et je remonte tel le phénix. J'ai fait plein d'échecs, d'erreurs, mais
je ne pourrais pas en citer une en particulier, tu vois, qui m'aurait vraiment un peu appris avec une leçon. Pour moi, finalement, l'échec n'a pas plus d'importance que le succès, c'est transitoire. Ce que vraiment j'ai essayé toujours de me débarrasser, c'est la peur de l'échec. Ça, c'est le pire truc qui puisse exister, c'est la peur de l'échec qui te paralyse. Et donc ça, c'est dangereux. Mais l'échec n'a pas d'importance. Enfin, je me suis jamais arrêté, en fait. Je sais pas toi si tu as des... Moi, j'ai fait que des erreurs dans ma vie. J'ai eu énormément d'échecs, mais j'ai jamais pris une erreur comme une erreur ou un échec comme un échec. J'ai toujours pris une erreur ou un échec vraiment comme une expérience. Et de pas, tu vois, la refaire une deuxième fois, une troisième fois. Là, c'est une erreur ou un échec de refaire la même chose 2 fois, 3 fois. Donc, à chaque fois que j'ai fait quelque chose où ça s'est mal passé, je me suis dit, OK, I got it. Tu vois, genre, je le sais, c'est une expérience, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas peur de l'échec et il a raison de le dire parce que la plupart des gens, ils osent pas faire parce qu'ils pensent qu'ils vont être pointés du doigt. Oh, tu t'es planté, oh, tu as raté. Mais il y a que si tu restes de ton côté que tu vois, si tu fais rien, tu fais rien. Et c'est Bernard Tapie qui disait ça lors d'une interview. Il y a un journaliste qui lui dit, je sais plus ce qu'il lui disait, et Tapie lui disait, c'est facile pour vous. Vous interviewez des gens. Moi, je suis un entrepreneur. Des fois, je fais des trucs bien, des fois, je fais des trucs moins bien, mais au moins, j'essaie. Et c'est ça, en fait. Les gens, on te pointe du doigt, mais c'est pas grave. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est que tu fais des erreurs, des échecs, des trucs qui marchent moins bien, des trucs qui marchent mieux. Et in fine, à la fin, pour moi, ça reste que du business. Il faut vraiment se détacher de tout ça, ce que je dis à chaque fois. Ça reste que du business. Même si c'est le projet d'une vie, prends de la hauteur. Tu vois, genre, quand tu rentres chez toi, c'est de penser à autre chose. C'est pas grave, tout le monde en fait des erreurs. Donc, moi, j'en ai fait plein, mais c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Et j'en fais encore aujourd'hui. J'en fais encore aujourd'hui. Un peu moins, parce que j'ai appris, mais ça fait partie d'un process. Mais tous les gens qui te disent... Pour moi, de toute façon, quelqu'un qui te dit « Moi, j'ai eu que des succès, j'ai jamais fait d'erreur dans ma vie », déjà, tu peux le prendre, tu peux le mettre à la poubelle. Donc, tous les formateurs qui vous disent ça, déjà, sur les réseaux... Il y en a beaucoup qui disent ça, parce que bon, quand même... Il y en a un. Crois-moi, j'en vois passer... Déjà, vous pouvez les crosser, ouais, foutre à la genre, poubelle, ouais. Bannissez-les. Il faut arrêter. Non, il faut le dire parce que justement, c'est ce qui démotive les gens. Et même quand on avait fait le séminaire où on était tous les 3 là, en Suisse, ce que je dis à chaque fois, quand vous entendez ça, c'est faux. Tous les gens qui sont autour de cette table ont fait des erreurs et des échecs. Et c'est normal. Ça fait partie d'un process. Tu ne peux pas avoir des planètes alignées du début à la fin. Les plus grands de ce monde ont tous fait des erreurs et des échecs. Donc, c'est pas grave, c'est partie du jeu, c'est partie du process. Et si tu n'as pas les épaules pour ça, fais un autre métier. Clairement. Je rebondis sur un autre sujet et merci pour ces éléments. C'est le pitch. Le pitch est soumis régulièrement à chaque exercice imposé. Ouais. À chaque émission. Également, tu es aussi investisseur dans de nombreuses boîtes, j'imagine, à côté de l'émission en parallèle. Exactement. Pour ton cas, c'est pareil. Ouais. On te soumet des pitchs ou tu as pitché nombreuses fois. Pourtant, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un exercice un peu nébuleux, compliqué. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Maintenant, il y a de plus en plus d'émissions ou de ressources qui sont disponibles pour pouvoir préparer au mieux son pitch. Mais avec votre expérience, au-delà de vous demander comment bien préparer son pitch, plutôt quels sont les éléments qui font vraiment la différence lorsqu'on vous pitch quelque chose ou lorsqu'on vous propose quelque chose? C'est une bonne question et c'est vrai qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles, mais je pense pour bien réussir son pitch, la première des choses, c'est être authentique. Il n'y a rien de pire que les pitchs répétés par cœur, où tu as l'impression d'avoir une pièce de théâtre, tu vois. Donc, être authentique, ça, c'est vraiment important. Et là, je parle de la forme, d'accord. Sur ça, il y aura plein de choses à dire, mais voilà, c'est un point qui est important, un conseil que je peux donner, parce que souvent la forme est difficile, parce que c'est la première fois que les gens parlent en public, ils ont du mal. Il y a un truc qui est très simple qu'on peut faire, c'est tu fais ton pitch, tu vois, 3-4 minutes, un truc court, ou peu importe, tu te filmes, okay, donc tu le fais, tu te filmes, et tu vas regarder ensuite, tu vas faire 3 étapes pour t'améliorer. La première, c'est que tu vas transcrire le son en texte. Il y a des IA qui font ça. Tu lis. Et là, tu vas voir le nombre de fois où tu dis « du coup », le nombre de fois où tu dis « effectivement », le nombre de fois où tu utilises des mots virgules que tu dois dégager. Donc déjà, ça va te sauter aux yeux. Ensuite, tu vas juste écouter.
et tu vas pouvoir avoir les en fait, tous les tics de langage aussi qui vont apparaître, parce que là, tu vas être que sur le son. Puis en fait, la troisième, tu regardes l'image sans le son. Et là, tu vas dire, ah bah tiens, pourquoi j'ai l'impression que j'ai toujours envie de faire pipi? Pourquoi est-ce que j'ai les bras croisés là? Pourquoi est-ce que je suis comme ça, exprimer en fait une fermeture? Pourquoi est-ce que je me touche toujours l'oreille en permanence? Pourquoi je regarde mes pieds? Bon, et rien que ça, en fait, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'améliorer le pitch, parce que le but du pitch, c'est de connecter en fait avec son audience et au niveau de la forme, et ça, c'est vraiment important. Et donc, après, sur le fond, on pourrait dire beaucoup de choses, mais voilà, je ne pense pas que c'est le sujet, on va pas. Mais voilà, déjà, au moins, ça, c'est un conseil pragmatique qu'on peut utiliser pour s'améliorer. Donc, moi, c'est connaître son produit à la perfection, clairement. C'est-à-dire qu'il faut mieux pitcher à quelqu'un quand vraiment tu connais ton produit à la perfection. Concis. Vraiment, pour moi, c'est straight to the point. Et less is more. Dans le sens où, tu sais, des fois, tu as quelqu'un en face de toi, tu veux vite débiter. Tu vas lui raconter plein de choses, tu vas sortir des trucs. Si tu te réécoutes après, tu te dis waouh. Et c'est Steve Jobs. J'adore les exemples, mais parce que les gens adorent les noms, adorent les. Et il avait une conférence et quelqu'un lui pose une question. Et il a eu 18 secondes de réflexion. Et pendant 18 secondes, il était comme ça. Il a réfléchi à ce qu'il allait dire. Et il a dit la phrase qui a percé vraiment le cœur des gens. Donc, less is more. Ça sert à rien de débiter, de sortir des conneries à droite, à gauche, blablabla. Non, genre concis, straight to the point, connaître ton produit et prends le temps. Quand tu as une question qu'on te pose, il faut connaître, hein, mais des fois, il y a des questions un peu traîtres. Respire, contrôle, tu connais, c'est ton produit, c'est toi qui as fait cette boîte-là. Et vas-y. Mais vraiment, moi, c'est vraiment sur ce truc-là que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je pitch. Ce truc sur les 6 morts ou le fait de prendre du temps, d'être pas dans la surréaction, la suraction, etc. Est-ce qu'on peut l'acquérir autrement qu'avec le temps et l'expérience? Parce que dans mon cas, j'ai l'impression que pour ma part, c'était vraiment pareil. Au début, je faisais mille et une choses, à lancer plein de trucs, etc. Tout à l'heure, j'ai échangé avec un autre entrepreneur, c'était pareil. Les 3-4 premières années, ça va dans tous les sens, ça fait mille et une choses, et puis ensuite, tu trouves ton focus. Est-ce que toi, par exemple, dès le début, tu as réussi à te dire, OK, soit je suis 100% on, soit je suis 100% off. Et je suis vraiment focus, je mets mes œillères, j'ai un objectif, et rien ni personne ne va me dérouter de ma target. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu la chance de savoir exactement ce que je voulais, même jeune. Et ce que je voulais a pu évoluer. Au début, je voulais être pâtissier. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas pâtissier. Et t'en fais toujours? Non. Mais et donc, je me suis toujours vraiment focalisé sur quelque chose. Je voulais ensuite être pâtissier. Ensuite, je voulais être ingénieur en ordinateur. Et donc, je suis focalisé sur mes études. Je dis, OK, les maths, les physiques, tu me défonces ça parce que c'est la seule façon de réussir le concours d'entrée à l'école d'ingénieur que tu veux faire. Et ensuite, tu vas bosser pendant 2 ans comme un malade pour ne pas te faire virer de l'école et arriver là où tu veux. Donc voilà, j'ai un peu le plan, objectif, et je déroule. Et ensuite, ça a été ma boîte, et donc je faisais que ça. Et pas du tout partir dans tous les sens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui part dans tous les sens. Et je suis vraiment quelqu'un qui est dans un effet tunnel et qui devient obsédé par mon objectif, par mon truc. Et je ne vois rien autour. Mais je vois vraiment rien. Donc ça veut dire aussi que la vie perso, elle est off aussi. Hein. Donc c'est. Bien sûr, c'est important. Voilà, c'est que ça. C'est-à-dire que là, quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, je dis attendez, de quoi vous me parlez, quoi. Enfin, à un moment, voilà, sur ce point-là. Mais au début, c'est impossible. C'est pas possible. Oui, au début. C'est des concessions. Maintenant, c'est plus facile, forcément, parce que j'ai le choix. Mais au début, oui, c'est des vraies concessions, des vrais sacrifices. Et ça, les gens, c'est important qu'ils le disent, hein, parce que les gens, vraiment, ils le disent pas assez. Et je te dis vraiment, dans la tête des gens, entrepreneurs, c'est bateau, riche. C'est pas ça. C'est pas ça hein, du tout. Hein. En tout cas, pas les Pas dans la réalité. Ouais. Bah ouais, et puis en fait, ça, quand t'es dans le truc, tu vas foutre d'un yacht. Enfin, je veux dire, t'as même pas pas le à temps. ça. Tu penses même pas à ça. Ça n'a aucun sens. Quand tu montes une boîte que pour l'argent, ta boîte ne marche pas. Clairement. Ouais. C'est, j'imagine, même un point que tu spots et que tu identifies lorsque les gens te pitchent des choses. On n'en a pas parlé ici, mais les motivations, les raisons. Tu parlais tout à l'heure de l'humain derrière l'entreprise. Oui. On investit avant tout dans des gens, dans des équipes. Surtout au début, hein, bien sûr. Surtout au début. Tu parles beaucoup d'obsession, de focus également. Aujourd'hui, c'est quoi ton obsession et ton focus? C'est une bonne question. Mon obsession, enfin mon focus plutôt, c'est, je pense qu'aujourd'hui, je prends toutes mes décisions par rapport à protéger ma charge mentale. Donc, en fait, c'est ça un peu mon étoile du Nord. J'ai pas un objectif particulier de me dire,
je vais faire mastermind avec 5000 personnes et puis je vais monter le plus gros mastermind du monde. Non, pas du tout. Je fais mes trucs, ça me plaît. Je fais ma scène dans mon domaine, tranquille. Voilà. Donc, j'ai pas d'obsession par rapport à mon investissement. Je m'en fous. Non. Aujourd'hui, mon étoile du Nord, c'est protéger ma charge mentale et de prendre des décisions que si je m'assure que ça ne va pas alourdir ma charge mentale. Je ne veux pas m'engager dans des choses à long terme, c'est pour ça que je ne ferai pas de boîte avec un objectif incroyable et recruter 200 personnes et lever des millions avec un levier que je pourrais utiliser pour faire un truc incroyable, parce que je n'ai pas envie en fait, d'avoir une charge mentale. Et donc, pour arriver à faire ça, en fait, j'ai développé une technique incroyable qui est, je pense, en fait, c'est peut-être tu sais, quand tu gagnes au jeu de la vie, c'est la dernière technique que tu développes, c'est apprendre à dire non. Mais tu sais, j'ai dit ça dans ma conférence. Tu sais, la richesse de quelqu'un, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est de savoir dire non. Ouais. Quand tu sais dire non à quelque chose, c'est que tu es riche. Parce que c'est ce que les gens ont le plus de mal. Et il n'y a pas pire. Hein. Tu sais, quand quelqu'un te dit non, tu le respectes. Mais quelqu'un qui te dit oui, puis après te dit peut-être, puis après te dit non, c'est terminé. Ouais, passif-agressif. Exactement. Mais savoir dire non. Savoir dire non. Et c'est aussi savoir dire non à des clients. Il y a trop d'entrepreneurs qui font des trucs, qui prennent tous les clients qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de manquer. Ah, mais je prends, je peux pas me permettre de ne pas prendre. Et en fait, ils se retrouvent après à gérer des clients. Tu sais que les gens te respectent tellement quand tu dis non. Ouais. Donc, en fait, ils ont une image de toi qui est totalement différente. C'est un truc de fou. Moi, je sais que j'ai vraiment appris à dire non. Et ça s'apprend, parce que c'est dur. Mais ça, c'est tellement dur de dire non. C'est tellement dur. Et vraiment, quand tu as cette capacité à dire non, tu es officiellement riche. Je parle pas d'argent. Je parle que vraiment, tu as réussi. C'est pour ça que je mets ça un peu au dernier level, tu vois, c'est le level... Je te rejoins à 1 milliard de pourcents. C'est le... 100%. Et cette prise de conscience, justement, de l'importance de ta charge mentale, il y a un déclencheur, il y a un déclic qui fait ça, à un moment donné ? En fait, quand j'ai quitté Ledger, je suis passé d'un truc, un emploi du temps de maboule, à plus rien. Et rapidement, on s'est retrouvés avec le Covid et le fait de rester à la maison, en confinement. Et donc, là, j'ai eu la chance d'être confiné avec, en fait, pas de charge mentale, rien. Enfin, j'étais vraiment entre... Et je me suis dit, en fait... T'es bien. Je suis bien. Ouais. Et donc, j'ai décidé, en fait, c'est ce déclic, j'ai dit, OK, à partir de maintenant, je veux une slow life. Une slow life, c'est-à-dire charge mentale tranquille. Ça ne veut pas dire que je ne bosse pas, parce qu'en fait, je m'aperçois que je bosse beaucoup. Mais je fais que des trucs parce que j'ai envie de le faire. Oui, qui te plaisent. Qui me plaisent, et c'est génial. Et donc, voilà, je fais mes masterminds, je fais des conférences, je fais mes contenus, mes machins, mes trucs. Bon, après, j'ai une cinquantaine de boîtes à gérer, donc ça m'occupe un petit peu. Mais voilà, c'est la slow life. Et franchement, je trouve ça super. C'est le rêve. Voilà, donc je continue de m'occuper, à avoir du sens, des trucs. Mais je ne suis plus, en fait, à courir comme un malade avec une charge mentale de me dire, il faut absolument là, que je fasse ci, je fasse ça, parce que je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça. Je me suis aperçu que finalement, voilà, protéger ça, j'avais le droit, je pouvais enfin me dire que je pouvais protéger ma charge mentale. Parce que, j'avais coché les cases que je voulais cocher. Bien sûr. Et que maintenant, je décidais de faire comme j'avais envie de faire et de faire ce que... De toute façon, j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai décidé que ce que je voulais faire maintenant correspondait à une slow life. Et question un peu crédule, mais importante selon moi pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu penses que ce concept de slow life, charge mentale est la priorité, etc., peut être l'allié d'une envie de vouloir bâtir, créer une boîte et construire quelque chose quand on n'a pas justement encore déjà eu de grands résultats? Tu évoquais tout à l'heure justement le fait que tu dois envoyer... je pense pas, non. Ouais. Je pense que la slow life, c'est... j'ai 50 ans aujourd'hui, enfin 51, donc OK, slow life, c'est bon. Je peux décider d'avoir une slow life parce que j'ai cette richesse de pouvoir dire non. Mais avant, en fait, ce qui se passe surtout, c'est que c'est même pas un choix, c'est que tu veux pas. Tu m'aurais dit quand j'avais 25, 30, 35, vas-y, la slow life, je me suis dit, mais de quoi tu me parles ? Ah, mais c'était le momentum dans ta vie. Voilà, c'est ça. En fait, quelqu'un qui veut construire, mais non, il est à fond. Et en fait, donc, mon livre, c'est Entreprendre pour être libre. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis libre, mais j'entreprenais pour être libre. Et donc, quand tu entreprends, c'est une forme de liberté, mais tu es en prison. C'est ta prison, tu vois, mais t'es dans une putain de prison, quoi, parce que t'es coincé. Ouais, tu l'as choisi, mais t'es content. Tu vois. Et donc, tu ne peux pas entreprendre, en fait, et créer quelque chose et être obsédé par ce truc-là, et en même temps dire que t'es dans une slow life. Enfin, moi, je sais pas faire. Mais surtout, je ne veux pas faire. Parce que quand t'es dans ce mindset de construire,
mais tu es à 100%, et la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de t'arrêter et puis de faire je sais pas quoi, tu vois. Alors bien sûr qu'il faut prendre des breaks, de temps en temps, prendre un peu d'air, etc. Mais tu es toujours dans le truc. C'est dur. Et tu peux pas... Donc c'est dur, mais c'est ce que tu veux. Et donc en fait, le choix n'existe pas pour moi. Si là, tu es entrepreneur et que tu veux faire un truc, et puis en même temps, tu te dis, OK, mais en même temps, j'ai envie d'avoir une slow life, et puis à 18h, terminé, en fait, tu n'es pas entrepreneur, enfin, tu as autre chose. Tu vois, tu peux créer, mais tu peux sûrement faire un business, ça marche, tu es consultant, tu fais tes trucs, tu rentres chez toi, pas de charge mentale. Tu vois, 18h, 19h, terminé, les clients t'en parlent plus, ça peut sûrement arriver, tu vois. Mais dans ce cas, tu n'as pas un mindset d'entrepreneur, c'est Et autre c'est chose. pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, voilà, parce fait que pour tout le monde. et heureusement, parce que sinon, si on était tous comme ça, je pense qu'on serait à la guerre, quoi. Ce serait une boucherie, quoi. C'est un vrai sujet parce que beaucoup trop de gens veulent avoir des résultats à un certain niveau, mais trop peu sont prêts à faire les actions et les sacrifices nécessaires pour les atteindre. Mais c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et qui ne réussissent pas. Bah oui, Clairement, parce que après, tu peux te rêver entrepreneur, mais en fait, il y a des gens qui disent, mais est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je peux? Mais en fait, tu as répondu à la question. Parce que si tu te Mais en poses plus, cette c'est question... une mode, c'est un mot qui est devenu une mode en plus. Enfin, soit tu es entrepreneur, c'est-à-dire que tu es dans l'action, soit tu ne l'es pas. Tu vois, et en fait, c'est binaire. Tu vois, tu peux... ok, tu as peut-être un moment, tu réfléchis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout, mais à un moment, bah, ça y est, soit tu es parti, tu fais. Mais tu vois, si tu te poses la question, est-ce que je suis entrepreneur? Que 3 mois après, tu te poses encore la même question, bah non. Tu vois, ça y est, tu as répondu, en fait. Tu vois. Alors que si, 3 mois après, tu es déjà dans les trucs, tu as appelé tes clients, tu as fait quelque chose, je ne sais pas quoi, tu vois, tu testes, tu es sur le marché, tu codes, bah ok, là tu es dedans, tu vois. Et de toute façon, ça y est, tu te poses même plus la question, parce que tu as oublié la question, en fait. Complètement. Toujours dans cette optique de l'entrepreneur qui sait pourquoi il fait les choses et qui ne le fait pas forcément pour l'argent à la base, pour avancer, quels critères non financiers sont absolument décisifs selon vous dans un projet, dans un business? C'est-à-dire un critère C'est quoi la question? Un critère qui n'est pas financier. de quoi? De succès? De succès ou juste l'entrepreneur de l'entrepreneur ou de prendre compte que tu es sur la bonne voie, dans la bonne direction. Ou que tu vas investir dans la boîte. Qui peut être par exemple l'équipe, qui peut être le marché, qui peut être... Ah, c'est difficile. Bah, déjà, oui, ça va être le porteur de projet. De toute façon, tu vois vite, hein, si tu as quelqu'un en face qui maîtrise, qui répond aux questions, qui a aussi une bonne compréhension de son business, qui a compris ce qu'était son business, parce que des fois, il y en a qui pensent être dans un business, mais en fait, non, ils font autre chose. Donc, ça se voit vraiment sur le porteur de projet. Et c'est rare. C'est assez rare de croiser des porteurs. Moi, je vois beaucoup de piges, beaucoup de gens. C'est rare, très rare quand même, que je dis à lui, OK, je sens que lui, il va réussir, vraiment. Tu vois, j'ai pas trop de doutes. Son business, là, machin, tu vois, j'ai pas fait une analyse de son business, mais je me dis, lui, il a le bon truc, tu vois. Et donc, c'est un ensemble d'éléments comme ça sur la manière dont il parle, ce qu'il dit pas, le réalisme qu'il va avoir sur ces sujets. Il va pas... il y a zéro bullshit, c'est très clair, il sait où il va, on sent une maîtrise technique. Il y a plein de petits éléments comme ça qui font que tu dis, ouais, là, tu as envie tu pourrais parier sur cette personne. Très clair. Merci Eric. Merci pour tous ces éléments, pour cet épisode. Avant de te poser ma dernière question, j'invite celles et ceux qui nous ont suivis à partager cet épisode, à le liker bien évidemment, à s'abonner et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée que vous utilisez si vous nous avez écouté au format audio. J'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet épisode. J'espère que vous avez eu du plaisir à y contribuer également. Eric, dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence? S'il y en a un en particulier, peut-être que tu n'as jamais partagé nulle part ailleurs. Ça peut être une simple anecdote, une prise de conscience, quelque chose de positif, moins positif, que tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Un déclic? Alors, oui, j'en ai un, je l'ai sûrement déjà partagé, mais j'en parle pas non plus souvent. C'est un moment, quelqu'un a prononcé une phrase qui a tout changé dans ma vie. Et c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer, genre un mantra bullshit, mais dit ah ouais, c'est vrai. Non. Donc on est en 98, je suis au bureau avec mon associé. À l'époque, on faisait des sites web et on avait une application de mesure d'audience. Et on avait un client qui l'avait utilisé, et puis son trafic était nul, zéro. Tu vois.
Et donc, on l'appelle parce qu'on se dit, il va arrêter de payer, il n'a pas dû l'installer. Et donc, il nous dit, OK, non, j'ai un problème, j'arrive. Donc, il vient au bureau. Et c'est un gars, il avait un site qui s'appelait Jeannette.fr. Vraiment un site vraiment nul avec, je sais pas, des filles à poil, mais c'était vraiment nul. Et il me dit, ouais, j'ai un problème. En fait, oui, j'ai pas de trafic parce que là, ça fait 1 mois que mon hébergeur, il est en panne. On dit, ah bon, putain, le mec, il est pas doué, quoi. Tu vois. Et là, il va lâcher une phrase qui a tout changé dans ma vie. Il a dit, ouais, vous vous rendez compte, ça fait 1 mois que l'hébergeur est en panne. J'ai perdu 1 mois de chiffre d'affaires. J'ai perdu 20 000 francs. Donc, 20 000 francs, ça fait, je sais pas, 3 000 euros. 3 000 euros, ouais. Et nous, on se faisait chier comme des malades pour faire 5 000 6 000 euros. Et je me dis, putain, mais... Et on s'est regardé avec mon associé, et on a compris la même chose. Si ce débile, avec son site de merde, arrive à faire 20 000 francs, mais nous, on va faire la même chose, mais on va faire 50 000. Et du jour au lendemain, on a créé une nouvelle boîte, on a fait l'équivalent d'un Jeannette.fr, mais vachement mieux avec de la tech et tout. Et c'est une boîte qui est devenue 20 millions d'euros. Et donc, forcément, ça a changé un petit peu mon destin. Et donc, c'est une phrase qui a tout changé. Il y a eu un avant et un après. Et donc, oui, on peut appeler ça un déclic, parce que ça a tout chamboulé. On a mis la première boîte à la poubelle, on a tout changé, quoi. Une phrase. Merci Eric.